En direct de Montréal, voici Mon Carnet avec Bruno Guglielminetti. Bonjour, bonsoir, bienvenue à cette nouvelle édition de Mon Carnet. C'est l'édition du vendredi 29 août 2025. Cette semaine, on s'intéresse à la transformation numérique sous toutes ses formes. Dans les médias, dans la santé, dans l'architecture, dans le jeu vidéo et jusque dans nos usages les plus quotidiens. On commence à Paris avec Jérôme Colombin. On va aller le retrouver pour parler d'actualité numérique de la semaine. Puis retour au pays avec Luc Dupont, professeur à l'Université d'Ottawa, qui analyse pour nous quelques tendances lourdes qu'on a vu passer particulièrement cet été. On enchaîne ensuite avec la santé numérique. Il y a Martin Bélanger, premier vice-président chez TELUS Santé, qui va nous parler de l'intégration de l'IA dans le milieu médical et de la façon dont c'est en train de transformer l'expérience entre les patients et le travail des professionnels de la santé. Dans la série des rencontres de l'innovation présentée par Prompt, il y a Émilie Delvoye qui va s'entretenir avec Stéphane Turbide de Maquette Technologies et qui mise sur l'IA pour démontrer l'architecture et rendre la conception accessible à tous. Côté jeux vidéo, Carl-Édouard Michel accueille à son micro Benoît Beauséjour. Il est directeur des technologies chez Cloud Imperium Game Montréal, anciennement turbulent. Le studio joue maintenant un rôle important dans les grands titres du studio. On va en parler avec lui. Depuis la Suisse, Thierry Weber s'intéresse à la manière dont l'intelligence artificielle pourrait contribuer à contrer la manipulation et la désinformation en ligne, un sujet qui est pas mal d'actualité. Stéphane Ricoul poursuit sa réflexion en posant une question fondamentale. Que devient notre mémoire collective si l'intelligence artificielle remplace peu à peu des piliers comme les enseignants, les journalistes et les archivistes? Et puis, il y aura Jean-François Poulain qui va nous amener du côté de la santé et du UX avec Soignons la Tech, une initiative portée par le docteur Samuel Garot-Lajoie qui cherche à simplifier les outils numériques pour les soignants comme pour les patients. Alors voilà, c'est le programme de Mon Carnet pour cette semaine. Et puis avant d'aller plus loin, je tiens absolument à remercier TELUS et Prompt qui soutiennent cette semaine la production de Mon Carnet. C'est important de le dire parce que si vous pouvez écouter cette émission semaine après semaine, depuis bientôt presque 9 ans, c'est parce qu'il y a des gens comme ça, des organisations comme TELUS, comme Prompt, qui viennent m'appuyer financièrement pour que chaque semaine, je puisse vous présenter tous ces gens intéressants que vous entendez dans Mon Carnet. Alors, merci à eux. Et puis, puisque j'y suis, si vous voulez faire comme eux, vous pouvez me contacter en passant par le site Mon Carnet. Vous cliquez sur « Me contacter », c'est original, et puis vous allez voir, je vais répondre assez rapidement. Maintenant, permettez-moi de saluer 5 auditeurs de Mon Carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Anne Gantette, Alain Abel, Anne Étier, Marc Bourassa et Jean-Marc Cormier. Merci à vous 5 pour votre écoute, et puis merci à vous que je n'ai pas nommé, mais qui m'accueillez en ce moment entre vos deux oreilles. À tous, je vous souhaite une excellente écoute. Allez, direction Paris pour aller rejoindre mon ami Jérôme Colombin qui revient d'une semaine de repos. On va parler d'actualité avec lui. Jérôme Colombin à Paris, bonjour. Bonjour Bruno Guglielminetti à Montréal. Heureux de te retrouver après une petite semaine de pause, mais surtout de savoir que maintenant tu es en formule complète. Ah, c'est reparti pour Monde Numérique, l'hebdo. Écoute, nous, donc, on prend cette habitude de passer à travers l'actualité. Cette semaine, il y a un truc qui t'a marqué, qui a attiré ton attention, même chose de mon côté, et c'est cette histoire d'un jeune homme dont les parents maintenant poursuivent OpenAI parce que l'IA, en tant que telle, l'aurait incité à se suicider. Ouais, ça s'est passé en Californie. C'est un jeune de 16 ans qui s'appelle Adam Rain et qui s'est donné la mort après avoir discuté pendant plusieurs mois avec ChatGPT et après avoir parlé de ses envies suicidaires. Et malheureusement, au lieu de le dissuader, en tout cas d'arriver à le dissuader, ChatGPT l'aurait partiellement encouragé et il a fini par se pendre et il a fini par se donner la mort. Donc, les faits remontent à avril dernier, mais en effet, c'est au mois d'août que la famille a décidé de porter plainte contre
OpenAI. Et c'est assez incroyable parce que les discussions duraient depuis longtemps, etc. Et en fait, ChatGPT n'a pas réussi quelque part à empêcher ce drame. Oui, à stopper ou à retourner la situation. Et c'est le genre de réflexe qu'il n'a pas. Mais c'est pas la première histoire qu'on entend dans ce contexte-là où ChatGPT va donner des instructions ou inciter quelqu'un à commettre un geste qui va le mener à sa mort. Ben non, parce qu'il y avait eu une autre histoire également cet été. Je pense que tu l'as vu passer comme moi. Là, c'est un vieux monsieur qui il voulait remplacer le sel dans son alimentation parce qu'il devait avoir de la tension. Il a demandé conseil à ChatGPT qui lui a conseillé de prendre la place du bromure de sodium. Alors, je suis pas chimiste ni médecin, mais apparemment, c'est pas bon du tout parce qu'il a fini aux urgences, le pauvre monsieur. Ça s'est plutôt mal terminé. Et puis, il y a eu d'autres aventures comme ça. Hein. Il y avait, c'était pas ChatGPT, mais rappelle-toi, avec Character AI, l'application qui permet de dialoguer avec des avatars, il y avait un jeune homme de 14 ans qui s'était suicidé déjà en 2024 en Floride. Ouais, ou sinon, tu as l'histoire mais ça, c'est Meta qui est concerné par cette histoire-là. Un monsieur de 76 ans qui avait une discussion avec un avatar de Meta, sauf que lui, dans sa tête, c'était pas un avatar. Et il demandait à l'IA de lui envoyer des photos d'elle, parce qu'il présumait que c'était une jeune femme, et donc elle envoyait des photos d'elle générées par l'IA, et puis, écoute, ça a été tellement loin, cette histoire-là, que l'IA l'a invité à venir la rejoindre à Londres. Mais t'imagines, alors il est parti. Ben oui, il a été. Alors il est parti de New York, il se rendre jusqu'à Londres pour finalement chercher puis pas trouvé. Entre-temps, il y a eu un accident lorsqu'il était à Londres et il est mort. Oh là là. Alors, non, il y a des histoires affreuses. Il y a plein d'histoires comme ça. Alors, c'est au-delà de l'aspect fait divers, ça pose quand même une question de fond. C'est la question de la responsabilité des IA dans ce genre de conversation. Sur l'histoire du jeune de Californie, là, Adam Rain, apparemment, ChatGPT a quand même essayé de le mettre en garde. C'est-à-dire qu'il l'a orienté vers un système d'assistance anti-suicide, etc. Je crois qu'il a encouragé aussi à parler autour de lui, mais ça n'a pas suffi parce que l'autre, le jeune, continuant sur sa lancée, ChatGPT, on sait comment ça marche, hein, il est là pour nous faire plaisir. Après, il est rentré dans le jeu et puis il lui a dit qu'il pouvait utiliser une corde, qu'il pouvait faire ci, comme ça, etc. Il lui a donné des conseils. Hein. Ouais. Non, et c'est ça. Et, en tout cas, ça fait penser. Peu importe là, ce qui se passe au niveau de la justice, les gens qui travaillent là-dessus doivent absolument arriver à trouver, sur certains sujets notamment, des mécaniques pour ramener systématiquement un plan d'intervention là, dans un contexte comme celui-là. Mais c'est toute la question. Mais apparemment, ils essayent déjà de le faire. Et là, on touche peut-être les limites des LLM. On sait que c'est pas facile. Tu fais pas faire exactement ce que tu veux à un LLM dans la mesure où c'est une conversation ouverte et où l'utilisateur va pouvoir l'emmener dans des tas de directions différentes. Alors, le côté judiciaire, moi, j'ai fait un peu des recherches. Apparemment, pour l'instant, il n'y a pas eu encore de décision de justice par rapport à ça. Donc, ce serait très intéressant le jour où il y aura vraiment une décision de justice. Mais il y a eu juste un premier pas, un juge aux États-Unis qui, alors qu'il y avait une demande pour rejeter une plainte, a refusé le rejet en quelque sorte. Donc ça veut dire qu'en gros, il a dit que oui, on pouvait entamer des poursuites contre une plateforme d'intelligence artificielle, ce qui laisse la porte ouverte à des décisions judiciaires dans le futur. De toi à moi, Bruno, franchement, on peut se poser la question, est-ce que le problème, c'est l'IA ou c'est l'humain dans l'histoire ? C'est quand même... face à des personnes qui sont en déficit de communication, fragiles, vulnérables, pas assez matures ou autres, forcément, ils peuvent tomber sur un os, quoi. En tout cas, j'ai hâte de voir comment ça va se terminer, cette histoire-là. Mais entre-temps, je pense que la seule chose qu'on peut dire aux gens qui nous écoutent, c'est que si vous sentez qu'il y a des gens qui sont dans une situation de faiblesse autour de vous, n'hésitez pas à intervenir, puis rappelez-leur que les IA, c'est pas le meilleur conseiller. De se retourner vers un humain pour parler, c'est encore la meilleure façon de faire. Mais il y a aussi l'autre côté de la chose, et on en a déjà parlé ensemble, c'est le fait d'utiliser un chatbot d'IA comme un soutien psychologique. Et c'est quand même une piste intéressante et qui est, je crois même, il y a des professionnels qui se sont exprimés là-dessus pour dire que c'est pas totalement absurde, hein. Je veux dire, de se confier à une IA, après tout, pourquoi pas, si on est... Quelqu'un qui va bien, oui.
Et quand on est rendu à un stade où on a des idées suicidaires, là, c'est comme un besoin d'intervention. Hein. Et puis, il faudra voir aussi dans ces histoires-là la responsabilité des familles, hein, parce que visiblement, le jeune, il était en rupture totale de communication. Bon, voilà, pourquoi est-ce qu'il n'y avait aucun échange? Ça va être un aspect qui va être intéressant. Et quand j'ai suivi l'histoire par le New York Times, je me disais, parce que quand tu te mets à lire les discussions, à un moment donné, l'IA lui disait des choses et l'enfant retournait vers ses parents puis il disait mais mes parents ont pas entendu, mes parents écoutaient pas, mes parents ont pas vu les traces que j'avais, ils voient pas. Alors qu'est-ce que je fais? Et là après il rembarque dans la discussion avec l'IA, c'est triste. Je veux t'amener ailleurs parce qu'on va rester dans le domaine du judiciaire, pas du judiciaire, mais de la justice et de l'IA, c'est Anthropic. Et ça, je veux absolument le mentionner parce que c'est une action collective qui a été lancée, ça date de l'an dernier. Et c'était 3 auteurs qui avaient pris à partie Anthropic en disant, vous avez formé votre IA sur 70 millions d'œuvres. Alors nous, ce qu'on demande, c'est une compensation. Et la peine était assez large, en tout cas, ce que les auteurs voulaient avoir comme compensation, là, je vous laisse faire le calcul, 150 000 $ par œuvre qui avait été utilisée illégalement. Alors, fais le calcul, 150 à 70 millions, on s'en va dans les milliards, là. Ouais. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est que ils ont trouvé un terrain d'entente. Alors, il y a eu une entente, un accord conclu, c'est-à-dire entre les parties, et donc ça n'aboutira pas au verdict que le juge devra statuer sur la chose. Mais là, ce qu'on attend, parce que la décision là est sortie mardi, on attend maintenant de savoir combien de millions, peut-être milliards, sera donné, versé. Puis après, ça faudra voir, cet argent-là va être versé à qui? À des associations, des syndicats d'auteurs, à des auteurs directement, il faudra voir. Mais donc, c'est la première fois où il y a vraiment une entente et qu'il y a un gros éditeur d'IA qui dit, oui, OK, on est coupable, on va payer. De toute façon, ça, on le voyait arriver gros comme une maison. Oui. Il y a un énorme problème au niveau des droits d'auteur et c'est tout à fait logique. C'est peut-être une nouvelle économie qui va se mettre en route. Je pense que c'est un peu inévitable que ça passe par le judiciaire parce que on pouvait pas forcément prévoir tout ça à l'avance. Certains disent que oui, voilà, OpenAI, par exemple, qui a aspiré des tas de choses, aussi bien du texte, des livres que des images. Je me souviens de l'histoire des starter packs, etc. Ce qui permet de reproduire des images à la manière d'eux. Moi, je pense que heureusement qu'ils l'ont fait. Mais maintenant, il faut passer à la caisse, il va falloir payer. Ouais, mais encore là, ça dépend de où on habite sur la planète. Et moi j'étais surpris parce que, évidemment, il y a eu une entente en cours, alors on verra pas l'aboutissement de façon légale et judiciaire. Je te rappelle que au mois de juillet passé, il y a quand même le président des États-Unis, le personnage qu'il est, qui a dit publiquement que écoutez, pour entraîner les intelligences artificielles, il faut aller chercher de la connaissance à quelque part. Et si on empruntait des livres, c'est pour le bien des Américains, de la planète. Alors, il faudrait pas non plus les poursuivre. Et quand moi, je prends un livre pour lire et apprendre des choses, ça doit faire longtemps qu'il le fait. Là, prends ce passage. OK, bon. Il dit, moi, quand je consulte un livre, je paie pas pour le contenu qui est à l'intérieur. Ouais, mais c'est après, t'en tires un business qui te rapporte des millions de dollars. Ah oui. Non, mais je suis d'accord, mais c'est juste que là, on est dans un contexte où même le président du pays dit, finalement, le droit d'auteur, c'est pas si important que ça. Non, alors moi, je crois pas que s'il dit le droit d'auteur, c'est pas important. D'abord, aux États-Unis, il y a un truc qui s'appelle le fair use. Ouais. Qui autorise. Juste nulle part, ouais. Voilà. Qui autorise, dans une certaine limite, dans des limites raisonnables, la réutilisation, ou en tout cas, voilà, le fait d'aspirer des contenus. Mais sur ce coup, je pense qu'il a raison. Je suis désolé, je pense qu'il a raison. Parce que sinon, les moteurs d'IA n'en seraient pas où ils sont aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que ils ne doivent pas payer leur quote-part et que les créateurs ne doivent pas s'y retrouver. Il va falloir trouver un mécanisme pour dédommager les créateurs à un moment ou à un autre. Tu dis ça, il y a Perplexity qui a annoncé cette semaine le fait que par le biais de son furteur Comet, et il y a aussi un abonnement là, qui vient, tu peux t'abonner pour 5 $ par mois et tu as Comet Plus, les revenus que Perplexity avait engrangés, ça devrait pas être une fortune parce qu'il n'y a pas grand monde qui va utiliser ça, mais le peu d'argent qu'ils vont avoir, ils vont en remettre 80% aux éditeurs de sites qui ont été consultés
par les utilisateurs de Comet. Alors là, il y a un geste intéressant. Évidemment, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, et si Google faisait la même chose? T'imagines, toi, le renversement économique de la situation? Ouais, Mais enfin, c'est sûr. bon. Dis-moi, troisième sujet intéressant de la semaine, Bruno. Il est plus technique. C'est Claude, autre chatbot d'intelligence artificielle, qui arrive sur nos navigateurs, en l'occurrence, qui rentre dans Chrome, si on peut dire. Et- C'est-à-dire que Ouais. l'IA et les furteurs, comme vous dites au Québec, ça commence à être une affaire, une vraie histoire d'amour. Hein. Ben oui, parce que, bon, je mentionnais Perplexity avec son Comet. Il y a ChatGPT qui commence à aller dans le coin et il y a Brave qui offre une version intelligente de son logiciel de navigation, de son furteur. Et là, ce qu'on est en train de voir, j'avoue que c'est probablement la technique du cheval de Troie, c'est très habile, c'est que plutôt de créer un furteur et de l'offrir aux gens, mais donc de les obliger à télécharger un truc, un nouveau truc, puis de commencer à déplacer toutes ses habitudes pour faire ça, dit non. Alors, les gens d'Anthropic ont dit, on va installer une extension Claude, on va permettre à des gens d'utiliser une extension Claude à même le Chrome de Google. Et ça, je trouve ça génial. Mais là, pour le moment, garochez-vous pas pour aller télécharger ça. Il est simplement disponible pour environ quelque chose comme 200 000 bêta-testeurs pour le début. Et de ça, les gens qui travaillent sur Claude vont apprendre et vont bonifier l'expérience de l'extension, mais je trouve ça quand même assez intelligent de leur part. Alors, ils ont plus de chances de voir des gens l'utiliser comme ça que de faire un centième furteur et puis de demander aux gens de télécharger. Et alors, il faut qu'on explique en 2 mots à quoi ça sert tout ça. C'est l'IA agentique, c'est-à-dire le fait de pouvoir donner la main à un chatbot pour qu'il fasse des choses pour nous. C'est-à-dire si on lui demande de réserver une place de spectacle, une table au restaurant, un billet d'avion, etc., ou toute autre chose, il faut qu'il puisse faire ce que nous on ferait sur un navigateur classique, comme le ferait un humain. Là, c'est le chatbot qui va le faire, qui prend la main. Et donc, ça revient un peu à déléguer un certain nombre de tâches à l'intelligence artificielle, alors avec toujours les process et les étapes d'autorisation, c'est-à-dire que, par exemple, ce que fait ChatGPT, à chaque fois, il s'arrête et il te demande, déjà, il faut qu'il ait tes identifiants en mot de passe, ensuite, il te dit, tiens, là, il y a un truc à payer, est-ce que vous êtes d'accord, etc. En tout cas, pour l'instant, ça, c'est les étapes actuelles. Mais voilà, le but du jeu, c'est ça. On va de plus en plus vers de l'IA agentique et finalement, le navigateur vraiment devient est déjà à la porte d'entrée sur le web et l'IA vient se greffer là-dedans, quoi. Tu vois, tout simplement d'être capable d'aller cliquer plutôt que l'utilisateur pour aller chercher de l'information, ça simplifie les choses. Parce que tu as 2 solutions. Soit ça passe par des API, mais c'est beaucoup plus compliqué à développer. C'est pas tout le monde qui va avoir ça. Voilà, tous les sites web de la Terre n'ont pas des API à fournir à tous les chatbots d'IA. Soit c'est le chatbot qui se fait passer pour un humain et qui se comporte exactement comme un humain et qui va cliquer là où il faut, etc. Et puis qui est même capable maintenant de passer à travers les captchas, ce que je trouve assez intéressant. Oui, c'est rigolo. Et rappelle-toi, c'était la philosophie de ce truc qui avait été dévoilé au CES de Las Vegas, mais qui a fait long feu, le petit device, là, le Rabbit, exactement. Et moi, c'est ce qui m'avait fait tilter dans le discours de présentation. C'était la philosophie du truc qui était derrière, au-delà de l'appareil, qui a pas marché, tout ça, machin, mais c'était l'idée d'une IA conversationnelle et agentique qui serait capable de faire ce que fait un humain et donc d'aller sur n'importe quel site web. Imagine-toi la technologie du Rabbit qui aurait été offerte en extension et que tu aurais pu accrocher sur ton Chrome ou Edge ou c'est ça qu'il fallait Opera. C'est ça qu'il fallait faire. Ouais. Mais bon, eux, ils ont dit, on fait un bidule, on se libère de l'ordinateur et puis ça n'a pas fonctionné. Tout cela est très alléchant, cher ami. Jérôme, dans mon numérique, dans cette nouvelle édition complète, qu'est-ce qu'on retrouve cette semaine? Alors cette semaine, on retrouve pas mal de news, évidemment, des news en matière d'IA, parce que outre ce dont on vient de parler, il s'est passé plein de nouveaux trucs. Il y a Google qui a lancé plein de choses. Voilà. Ouais. Il y a également, du côté des interviews, je reçois quelqu'un qui a fait l'actualité
Bien malgré lui. À son corps défendant, bien malgré lui cet été, c'est Luc Julia, spécialiste de l'IA et qui, tu le sais, on en a parlé ensemble il y a 15 jours, s'est retrouvé dans une espèce de tourmente, de polémique sur les réseaux sociaux. Alors, je donne la parole à Luc Julia, on s'explique, je lui pose toutes les questions, y compris les questions qui fâchent. Et eh bien, écoute, c'est vraiment une interview à écouter en version courte ce samedi dans l'hebdo, sauf pour les abonnés à la version premium et donc à la version longue de mon émission. Et puis en intégralité, ce sera lundi prochain. Et puis, autre invité, autre interview, je m'intéresse à un produit hardware, enfin, il n'y en a pas beaucoup, donc un produit français, qui est un bloc-notes numérique. C'est quoi ? C'est une tablette, mais en fait à encre électronique et avec un stylet. Bon, c'est plus comme un Newton ou Oui, c'est ça, comme un Newton ou comme l'autre. Donc, bref, là, ça s'appelle Paper Slate. C'est donc une feuille qui permet d'écrire. Une feuille de papier, ouais. Voilà, c'est une feuille de papier numérique. Ça te permet d'écrire du texte, mais aussi des formules mathématiques. Et derrière, reconnaissance de caractère, intelligence artificielle, et c'est une passerelle avec le monde numérique. Donc, ce sont des Français qui ont fait ça. Ce sont des spécialistes de la liseuse, du livre électronique depuis très longtemps. Et donc, c'est une évolution logique. En plus, il y a une petite histoire marrante. C'est le fils qui poursuit l'activité qui avait été initiée par le père, et le père que j'avais interviewé à France Info il y a des années. Voilà, 3 générations d'inventeurs. Wow. 3 générations, non, 2 générations d'inventeurs, ouais. Ça te rajeunit pas, ça? Non, bah non, ça, merci, je te remercie. Bon, allez, Bruno, je te propose que on passe à la suite pour nos auditeurs, et puis je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Ben, bonne suite, et puis à la semaine prochaine, bye. Pour suivre l'actualité numérique, vous pouvez consulter le site moncarnet.com. Vous y trouverez des extraits du podcast hebdomadaire, mais également des articles pour décrypter l'actualité numérique. moncarnet.com. Alors, de Paris, on se rend maintenant à Ottawa pour parler communication, marketing et médias avec Luc Dupont, qui est professeur à l'Université d'Ottawa. En cette fin d'été, il a choisi de revenir sur quelques faits marquants qui ont secoué le paysage numérique. On le retrouve à l'instant. Bonjour, Luc Dupont. Bonjour Bruno. Luc, tu as décidé de venir faire un clin d'œil en fin de cet été, j'aime pas ça dire ça, mais en fin de cet été, pour revoir des points saillants dans le domaine des communications, du marketing, des marques et des habitudes des consommateurs cet été dans le monde numérique. Et première chose que tu as remarqué et dont tu voulais parler avec nous, c'est évidemment la part de consommation du streaming qui dépasse maintenant celle de la bonne vieille télé. Et là, on a des chiffres pour les États-Unis. Oui, et c'est évidemment un moment historique parce que c'est la première fois que ça se passe. Ça bascule. Dans les faits, effectivement, c'est un point de bascule historique, absolument. Et ça, probablement que ça va initier toute une série de gestes du côté des grandes boîtes de communication, de médias également. Par exemple, déjà aux États-Unis, tu as un groupe gigantesque qui a dit, nous, prochainement, nous allons vendre la totalité de nos stations spécialisées de télévision. Alors, évidemment que ça s'inscrit dans cette logique-là, dans cette tendance de fond-là. Ajoute à ça, évidemment, la possible fin de la publicité pharmaceutique à la télévision américaine. Je rappelle que sur le plan des moyennes, c'est 40% des revenus en moyenne des stations spécialisées aux États-Unis. Et dans certains cas, c'est jusqu'à 60% des revenus. Alors, soudainement, tu te retrouves avec toute une série donc de stations de télévision qui ne valent à peu près plus rien, ou en tout cas, on comprend que ce mouvement-là, il est initié. Ça s'est passé dans les faits à la mi-mai. Ça a été annoncé par Nielsen à la mi-août. Moi, je pense que c'est la nouvelle de l'été dans le domaine des médias, même si la réalité, c'est que lorsque je l'ai partagé, très, très peu de gens ont semblé intéressés par la nouvelle, mais j'y reviens. Alors, c'est un basculement historique. Ça nous rappelle qu'évidemment, à l'ère des nouvelles plateformes, on aime bien construire sa programmation. Pourquoi attendre? Construire son horaire, consommer ses propres contenus et pas nécessairement les contenus du voisin ou ceux qui nous étaient imposés autrefois. Et ajoute à ça une autre petite nouvelle qui est passée, celle-là moins inaperçue dans le domaine des médias, mais c'est Paramount qui s'est porté acquéreur des droits de la UFC. Jusqu'en 2032, on parle d'un contrat de 7,7 milliards de dollars. C'est un contrat qui autrefois aurait été certainement... La télé traditionnelle, oui, NBC, absolument, ouais. C'est ça. Ouais. Et au-delà de ça, et ça aussi, c'est pas anodin, c'est que Paramount a annoncé qu'il n'y aurait donc plus de télévision à la carte.
Alors, la télévision à la carte, je le rappelle, le pay-per-view, pour employer l'expression consacrée, c'est ce qui avait permis de bâtir cette marque-là, la UFC. Alors, soudainement, ce que ça signifie, c'est que, évidemment, que la UFC est au courant de tout ça, a estimé qu'il était peut-être temps de quitter ce vieux format-là qui avait permis à la Ligue de se développer à une époque où on n'avait pas de division. Je rappelle que pendant longtemps, du côté de la UFC, un gars de 150 livres pouvait se battre avec un gars de 300 livres et ça faisait en sorte qu'on avait été ni plus ni moins obligé d'utiliser cette avenue-là de la télévision à la carte. Donc ça, c'est terminé aussi. Et ajoute à ça, évidemment, la NBA. C'est un contrat qui a quand même quelques mois maintenant derrière la cravate. Mais Amazon qui est allé chercher le tiers de tous ces contenus-là. Alors ça, pour moi, ça, c'est la nouvelle de l'été, parce qu'une fois que ce mouvement-là, il est enclenché aux États-Unis, évidemment, pour ceux qui se poseraient la question, et pour nous, les francophones, ça veut dire quoi? Ben, ça veut juste dire qu'un petit peu plus en retard, comme c'est souvent le cas historiquement, parce qu'on parle au fond de plateformes qui sont d'abord et avant tout américaines, mais tout ça, tôt ou tard, tout ça va nous toucher. En fait, va nous toucher tellement. On se dirige vers ça. Oui, tellement que ma nouvelle numéro 2 est directement en lien. Et là, je vais faire le point de contact avec le Québec. L'autre nouvelle qui m'a littéralement fait sursauter cet été, et je ne te compte pas de blague, Bruno, lorsque je l'ai lu la première fois, donc je suis tombé sur le grand titre, j'ai dit une erreur, je n'ai pas bien lu ou j'ai pas bien compris. Alors, c'est RDS qui, en 2024, a perdu plus d'argent que TVA Sport. Je le précise pour ceux qui suivraient aussi moins cette actualité-là, que historiquement, TVA Sport perd de l'argent, ça, c'est pas une nouvelle. Depuis le début? Ouais, depuis les tout débuts, on parle au moins de 200 millions de dollars. Donc, c'est une aventure qui est évidemment sur le plan des dépenses qui est faramineuse, mais que soudainement, RDS, momentanément, en 2024, ait perdu davantage de fric que TVA Sport. Pour moi, ça, c'est renversant. Et les gens qui l'ont commenté ont eu le même type de réaction. Tu me permettras par ailleurs de faire une petite mention importante, Bruno. La qualité des journalistes qui travaillent sur l'analyse média du côté de la Presse Plus, c'est remarquable. Je voulais le dire parce que, évidemment, parfois on est sévère à notre endroit, mais dans le cas de la Presse Plus, du côté de l'analyse média, ils ont une équipe que je trouve remarquable. Ça fait 30 ans que je suis cette actualité-là, donc tu devines que c'est ma bébite à moi, mais c'est la meilleure équipe que j'ai vue d'analyse francophone, barre oblique, anglophone au Canada. Et c'est une des meilleures équipes que j'ai vues à l'échelle nord-américaine. Alors, je pense évidemment à Advertising Age, je pense à Adweek, en tout cas, toutes sortes d'autres plateformes très, très spécialisées. Mais je voulais le mentionner parce que tu as toute une série d'articles cet été de différents journalistes. Entre autres, dans ce cas-ci, c'est Richard Dufour de la presse, mais tu en as d'autres aussi. Donc, c'est quelque chose de remarquable. Et alors, ce qui m'interpelle ici du côté d'RDS, c'est le recul des abonnés en 2024. Moins 6%. Alors, on parle souvent de couper le cordon ou couper le câble. On aura compris ici en français. C'est un recul des revenus aussi de 4%. On me dira, c'est pas la fin du monde, 4%. Mais c'est comme ça, c'est la goutte chinoise, comme on l'appelle communément. C'est 3, c'est 4, c'est 3, c'est 4, c'est 3, c'est 4. Et ça fait qu'à un moment donné, ça devient très important. Je te rappelle qu'ESPN, par exemple, depuis 10 ans, a perdu 40% de tous ses abonnés. Alors, ça veut dire qu'ici, on a initié ce mouvement-là. Pour moi, ça, c'est une autre nouvelle importante. Puis je te rappelle qu'au moment où on se parle, on ne sait toujours pas, du côté francophone, pour le prochain contrat, du côté de Rogers, qui va retransmettre les matchs de hockey de la Ligue nationale de hockey. Ouais. Mais est-ce qu'on peut expliquer ça en partie parce que les ligues, les grandes organisations sportives maintenant tentent d'aller rejoindre directement la clientèle par des services qui leur sont offerts? Oui, aussi. Et c'est vrai dans le domaine du sport comme dans d'autres domaines. Et puisque tu ouvres cette belle porte-là, ESPN a lancé la semaine dernière son réseau, appelons-le, de télévision, à défaut d'une meilleure expression, là, mais qui permet effectivement de court-circuiter l'industrie du câble. Alors, si on s'était parlé il y a 3 ou 4 ans, on aurait dit le câble, c'est une vache à lait parce que tu es à peu près coincé, tu veux aller sur Internet, tu veux regarder la télévision, etc. Et là, on a comme ça ces premiers gestes-là. L'autre exemple que je te donnerais, c'est CNBC, le réseau d'information financière aux États-Unis, qui est un incontournable pour ceux qui s'intéressent à la question, vient aussi tout juste d'offrir ça. Alors, dans un futur... Mais dans le fond, Luc, la télé est en train de vivre ce que l'industrie du disque a vécu, c'est-à-dire la disparition du distributeur. Oui.
C'est exactement ça. C'est l'homme du milieu, comme on l'appelait, là. Ouais. Le middleman. Effectivement, c'est la fin de quelque chose qui ressemble à ça. Et là, ben, est-ce que ça va fonctionner? Et c'est ça la question qu'on peut se poser. Est-ce que les gens vont préférer s'abonner, par exemple, à ESPN pour 29,95 par mois, plutôt que de s'abonner au service du câble? Parce que je jetais un petit coup d'œil récemment sur les pirouettes que tu dois désormais faire pour suivre le sport professionnel à la télévision ou sur le plan vidéo maintenant. Et dans certains cas, ça te prend pour la NFL, juste un exemple, je crois que c'est 6 ou 7 abonnements. Et ça, autrefois, ça existait, ça s'appelait le câble. Ouais, où je te présente l'exemple de la F1 que moi je suis. Et puis pour 100 $ par année, j'ai toutes les courses, je peux même les revoir. Je peux voir tous les pilotes un par un, les suivre dans leur caméra. Donc quelque chose de beaucoup plus complet qu'une chaîne spécialisée en sport m'offrait. Et là, ça veut dire qu'à un moment donné, je ne paie pas pour RDS. Là. Je reste avec directement la F1. Luc, je veux t'amener sur ton troisième sujet, c'est les nouvelles habitudes, parce qu'on reste dans la lignée, là, mais les nouvelles habitudes de consommation TV qui font mal au contenu d'ici. Alors là aussi, c'est une étude qui a été publiée par l'Institut de la statistique du Québec, qui révèle, entre autres, que, alors on pose une question toute simple, est-ce que vous regardez surtout des contenus québécois? Et évidemment, on est à la recherche de pourcentage ici. Alors, au total tout, au Québec, la réponse c'est 23% des gens disent « je regarde surtout des contenus québécois ». Mais là où le bas blesse, c'est que du côté des 30 à 44 ans, on passe à 14%. Mais attention, c'est pas fini. Du côté des 15 à 29 ans, on passe à 8%. Alors, vois-tu comment, je reviens toujours parce qu'en réalité, toutes ces nouvelles-là sont absolument, mais totalement interreliées. Évidemment, si on avait expliqué ça en partie, parce qu'il y a plusieurs explications, mais notre explication à nous, en lien avec ce qu'on vient tout juste de se raconter pour les nouvelles 1 et 2, c'est que visiblement, si le contenu québécois est peut-être plus difficile sur le plan de l'accessibilité, là, il est moins présent sur les nouvelles plateformes, ben logiquement, les plus jeunes qui sont là-dessus, pas 24 heures sur 24, mais certainement 7 à 8 heures par jour. En tout cas, c'est ce que me disent mes étudiants. Parce que quand je leur donne mes statistiques à moi de consommation Internet de mon téléphone qui me sont livrées généralement par Apple le dimanche après-midi, ils me disent tu devrais pas t'énerver, on fait 2 fois plus que ça facilement. Donc, alors visiblement, il y a un problème ici. Et là, ben, ça veut dire que dans un espace pas très éloigné, il va falloir absolument réfléchir à tout ça. Parce que là, visiblement, 8%, moi, c'est un chiffre que je trouve dramatique. Je sais pas ce que tu en penses. Et l'autre danger, c'est que si tu perds ces plus jeunes-là, ils reviendront pas. En marketing, il y a un vieux principe, et c'est pour ça que les publicitaires s'adressent beaucoup aux plus jeunes, c'est qu'évidemment, il y a toute une série d'habitudes à créer, à implanter. C'est ta première marge de crédit, c'est ta première carte de crédit, puis ta deuxième, puis c'est ton hypothèque, etc. Faut que tu ailles les chercher très, très tôt dans le domaine financier, par exemple, effectivement. Alors là, ben, la réponse pour le lien, il est pas là. Alors là, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on fait? Moi, ce sont des chiffres que je les trouve franchement renversants. Et je vais rajouter une petite parenthèse ici. C'est la consommation d'événements sportifs, là aussi, qui m'a beaucoup étonné. Même s'il y a 2 ou 3 ans, on avait eu un premier signal de ce côté-là. Mais la nouvelle génération consomme de moins en moins de contenu sportif de manière régulière. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui m'étonne. Et là, qu'est-ce que c'est? Alors, écoute régulièrement des contenus là-dessus du côté sportif. On est vraiment dans des chiffres qui sont rachitiques. Et alors, ça veut aussi dire qu'il va falloir, encore une fois, toujours en lien avec ce qu'on se racontait sur RDS, il va falloir comme trouver une nouvelle manière d'intéresser ces gens-là qui, visiblement, semblent se satisfaire de voir les 3 buts sur Instagram. Quelque chose comme ça. Et pas plus et pas moins. Et sur TikTok, évidemment. Mais un peu comme RDS, à un moment donné, avait recréé les matchs en version d'1 heure pour accommoder une nouvelle génération. Peut-être qu'effectivement, là, ils vont devoir aller juste sur les points saillants, sur TikTok et YouTube, puis ça va finir là. Oui, et un peu, on le fait beaucoup dans le soccer aussi, et ça marche très, très bien. Puis je dois dire que moi-même, souvent, Apple nous l'offre. Apple nous dit, est-ce que tu veux regarder Messi au complet ou tu veux regarder Messi 9 minutes avec l'essentiel. Donc ça c'est pour moi aussi, c'est
En fait, ça, c'est une sonnette d'alarme. Ça, c'est une lumière rouge. Elle n'est pas jaune, là. On n'est plus à jaune, là. On est à rouge. Et Luc, on va terminer avec Taylor Swift. Oui. C'est le lancement de son nouvel album. Oui, alors je pouvais évidemment pas m'empêcher de faire un petit clin d'œil culture pop, mais encore une fois, toujours en lien avec le sujet ou les sujets qui nous obsèdent, toi et moi. C'est que Taylor Swift a annoncé sur un podcast, et tu as d'ailleurs envoyé un courriel important là-dessus. Alors, elle a annoncé, bon, on me dira, c'est le podcast de son copain, son futur, oui, etc. Donc, c'est pas anodin, effectivement. En même temps, Taylor Swift, c'est une machine de marketing. Et Taylor Swift, il y a 15 ans, 20, on reculerait trop, mais ça serait correct aussi, 15 aussi, puis peut-être même 10 aussi, aurait fait cette annonce-là lors d'une émission à la télé de grande écoute, probablement en fin de soirée. Je vais donner mon âge ici, mais j'ai souvenir de David Letterman. Alors, c'est là qu'on annonçait le nouvel album. Et puis tout le monde était au courant le lendemain. Alors, dans le cas de Taylor Swift, ce qui m'a fasciné, c'est que quand on regarde les codes d'écoute du podcast, qui momentanément, je précise, a sauté, c'est-à-dire qu'il y avait trop de gens qui se sont branchés, plus ce qui a été visionné à l'intérieur d'à peu près 24 heures, versus le passage de Donald Trump dans un podcast de Joe Rogan, pour pas le nommer, à l'intérieur de 24 heures toujours, on a des chiffres qui sont à peu près similaires. Alors là, vous réalisez que dans un cas, on est en campagne électorale avec toute la visibilité que ça sous-tend sur le plan médiatique. Puis dans l'autre cas, la réalité, c'est qu'on est simplement en train d'annoncer un nouvel album. Ce qui est pas... et tout ça. Alors ça, c'est la première chose. Donc, c'est encore une fois la mainmise du podcast. On en a parlé, toi et moi, 2000 fois plutôt qu'une. Mais l'autre élément, c'est le mariage. Alors, le mariage est annoncé, encore une fois, autrefois, il était annoncé dans Vogue, il était annoncé dans People, non, il a été annoncé sur Instagram. Alors ça, pour moi, c'est un autre signe des temps parce que, évidemment, Taylor Swift va être imité, copié, va servir d'inspiration à bien d'autres artistes qui vont visiblement comprendre que c'est devenu le point de contact incontournable. Alors tout ça nous rappelle au fond l'été, l'actualité, je dirais médiatique cet été nous rappelle que il n'y a pas de retour vers l'arrière. Donc on est dans une logique de streaming. Ça va obliger toutes les stations de télévision à s'adapter, qu'elles soient spécialisées ou grand public, parce qu'on n'a pas parlé de TVA encore non plus. Et ça fait 3 ou 4 fois maintenant que Pierre-Carl Pellado prend la parole depuis le début de l'été en disant, écoutez, il n'y a rien d'acquis, là, tout est sur la table, tout est possible. Il est allé jusqu'à dire que peut-être que TVA Sport un jour fermerait. Donc, il y a rien qui est intouchable à ce niveau-là. Et dans cette logique-là, on s'attendrait ou on espérerait que les contenus québécois foisonnent. Et là, on voit que si on n'a pas le point de contact, alors c'est le tuyau. Tantôt, tu parlais d'éliminer l'homme du milieu. Alors ça, c'est un exemple. Et évidemment, Taylor Swift nous a montré la voie à suivre pour la suite de tout ça, pour la mise en marché, au fond, des contenus, qu'ils soient musicaux ou autres. En tout cas, c'est intéressant. Puis on voit que c'est juste en train de mettre la table pour l'automne et l'hiver où on va apprendre encore qu'il y a du mouvement. C'est un peu comme des plaques tectoniques qui sont en train de se réajuster avec la réalité de consommation des gens. Luc Dupont, professeur en communication à l'Université d'Ottawa, merci beaucoup d'avoir pris de ton temps comme ça pour passer dans mon carnet. Puis je te souhaite une bonne rentrée, tant qu'à t'avoir. Et puis j'espère pouvoir t'accueillir plus tard dans la saison. Merci beaucoup, Bruno, et bonne entrée également à tous les gens qui nous écoutent. Salut. On parle maintenant de santé numérique et d'intelligence artificielle avec Martin Bélanger. Il est premier vice-président solutions pour les payeurs et les professionnels de la santé chez TELUS Santé. Il suit de très près l'évolution de l'IA dans le secteur médical et son intégration dans les pratiques au Canada. Avec lui, on va voir comment ces nouvelles technologies transforment déjà la relation entre patients, médecins et réseaux de soins et ce à quoi pourrait ressembler l'expérience des patients dans les prochaines années. Bonjour Martin Bélanger. Bonjour M. Glugelminetti. Heureux de vous retrouver. J'ai l'impression que là, vous faites partie de mes réguliers, là, dans mon carnet. Ça me fait plaisir d'entendre ça.
Ça me fait plaisir de vous retrouver. Écoutez, la dernière fois qu'on parlait de TELUS Santé, vous nous parliez des différentes initiatives puis la recherche que vous faisiez là-dedans, mais ça fait quand même un moment qu'on s'est parlé. Et là, je serais curieux de vous entendre parce qu'on parle de plus en plus d'IA, c'est beaucoup présent chez TELUS. Quel est, selon vous, le rôle de l'IA actuellement dans l'offre du système de la santé canadien? Ben écoutez, merci de l'invitation encore une fois. Nous, maintenant, l'IA, on le voit comme une nécessité stratégique Ah pour oui. rester compétitif dans qu'est-ce qu'on fait. C'est vraiment une révolution. Vous le suivez à tous les jours maintenant. Depuis à peu près un an et demi, il y a vraiment une accélération du développement de l'IA. Puis maintenant, ben là ça roule à fond, là. Et nous, on voit, évidemment, on est un chef de file en santé digitale au Canada, puis même ailleurs dans le monde, on voit des nouvelles solutions émerger, très dynamiques, très innovantes, qui vont bouleverser un peu le marché conventionnel dans un paquet de secteurs, incluant la santé. Puis la santé, bien évidemment, c'est basé sur un paquet de points de data. Les données sont infinies. Alors, un outil comme l'IA peut faire beaucoup de choses là-dedans. Puis nous, ben, il faut pousser la note, il faut développer nos solutions à base d'IA. C'est une question de compétitif et rester compétitif dans le marché. Donc, c'est quelque chose qui est au cœur de ce qu'on fait maintenant, pratiquement de manière quotidienne. Donc, pour répondre à votre question sur la vision, ben, il y a plusieurs domaines dans le secteur de la santé que l'IA, on le voit comme transformationnel. Ça aide les professionnels de santé d'optimiser leur flux de travail clinique. Évidemment, quand on est un médecin ou un pharmacien, il y a des travaux cliniques qui doivent être faits, il y a une méthodologie. Ben, l'IA peut venir les supporter dans l'automatisation de ça, améliorer évidemment l'efficacité administrative. Évidemment, quand un docteur passe du temps avec son patient et il n'a pas à rédiger manuscritement des notes, ben, il passe plus de temps avec son patient, le comprendre pour peut-être mieux diagnostiquer les petits bobos que son patient peut avoir. Donc ça, c'est très fort. Idéalement aussi, qu'est-ce qu'on veut, c'est utiliser tout le bassin de data pour un professionnel de la santé afin de appuyer davantage ou d'améliorer la prise de décision par rapport à une certaine maladie ou à une autre pour le bien-être des patients. Donc ça, c'est quelque chose qui est très clinique, mais on voit beaucoup de valeur à développer ça. Puis également, on le voit aussi au moyen d'une manière plus proactivement. Quand on évalue des populations X, on est capable de sortir des grandes tendances de ça, puis on est capable en amont, de manière proactive, pour certains types de clients ou de patients, les orienter sur des soins proactifs qui leur permettent d'éviter des maladies plus tard. Donc, qui vient réduire la pression sur nos systèmes de santé par conséquent. Donc, vous voyez, il y a plusieurs avenues où est-ce qu'on peut impliquer l'IA dans le domaine de la santé digitale, évidemment. J'ai lu à quelque part, chez TELUS Santé, vous parlez de navigation des soins. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ce que ça signifie, ça, concrètement, autant là, pour les usagers que les professionnels de la santé? Bien, comme vous le savez, au Canada, M. Guglielminetti, le système de santé est quand même relativement complexe. Pour un citoyen normal qui ne va pas voir son médecin à tous les 2 semaines, c'est très difficile de naviguer le réseau. Puis souvent, ben, on parle d'accessibilité au réseau, puis tout ça. Quand on ne connaît pas le réseau, quand on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, ça rajoute une couche de frustration peut-être ou de malaise, et peut-être les gens qui ont un petit bobo décident de ne pas aller voir leur docteur ou ils ne savent pas trop comment entrer. Donc, nous, on travaille beaucoup avec les provinces, les ministères de la Santé à travers le pays pour bâtir des plateformes de navigation qui permet à un citoyen, j'ai un problème à mon genou ou je me suis allongé la cuisse ou un muscle, peut-être que j'aille voir un physiothérapeute, je ne sais pas où est-ce qu'on en est. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait souvent? On travaille avec les provinces, les ministères de la Santé, puis on vient mettre digital tout le réseau de soins de santé. L'Association des physiothérapeutes du Grand Montréal, par exemple. Puis, on sait chacun de leur location, chacun de leur professionnel de la santé. Puis, on peut recommander très rapidement, tout dépendant de votre lieu de résidence, par exemple. Ah, ben, tu as un problème à ton genou, tu devrais voir un physiothérapeute. Bonne nouvelle, il y en a un à 3 coins de rue chez vous. Voici l'adresse courriel ou à la limite, où est-ce qu'on travaille beaucoup en ce moment, on est capable de se connecter à même leur engin d'orchestration pour prendre un rendez-vous directement avec ce physiothérapeute-là. Donc, on parle
un citoyen a un problème de santé, on le dirige ou on l'aide à naviguer les réseaux de santé pour qu'il aille trouver le soin qu'il a besoin le plus rapidement possible. Donc, quand on parle de navigation, il y a beaucoup, beaucoup de potentiel à améliorer les choses, là. Et on n'a pas besoin de négocier une nouvelle entente entre les syndicats et le ministère de la Santé. C'est, le système est en place, il y a plein de bonnes choses qui se passent. Il faut juste optimiser la navigation pour le citoyen normal. Ben, c'est ça. Ce que j'entends, c'est d'optimiser la gestion des réseaux de fournisseurs puis d'orienter les patients dans le réseau dans son ensemble. Exactement. Si on est capable d'envoyer le patient chez le bon fournisseur au bon moment, On gagne du temps. mais là, on vient de réduire le temps d'attente, la personne qui reste chez eux avec son bobo, pas capable de le guérir. Et ça, c'est des choses qui est juste la navigation, en fait. Ce n'est pas très complexe, mais avec l'intelligence artificielle et la technologie, on est capable d'accélérer beaucoup ce mouvement-là. Est-ce qu'il y a des provinces au pays qui ont déjà emboîté le pas dans ce sens-là? Il y a 2 provinces qui se démarquent un peu dans certaines choses, là. Toutes les provinces canadiennes font des choses assez intéressantes. Au niveau de la Nouvelle-Écosse, une province qui se distingue beaucoup, qui sont très, très dynamiques au niveau des solutions digitales, qui investissent énormément là-dedans. Et tout dernièrement aussi, l'Alberta, au niveau de la navigation des soins de santé, ont décidé de vraiment pousser la note là-dessus. Et puis ça nous permet, nous, c'est intéressant, ça c'est les meilleurs clients pour nous, M. Guglielminetti, parce qu'ils veulent amener de l'innovation. Non seulement ils discutent de choses qui se font pas vraiment, mais ils sont prêts à investir ressources, capital et tout ce qui vient avec pour créer des nouvelles solutions qui vont être pas mal innovateurs. Donc, c'est là qu'on est capable de pousser la donne un peu puis impliquer de l'IA à des endroits qu'on ne l'a pas encore fait. Puis, je crois que ces provinces-là ou ces clients privés-là, dans un autre contexte, vont bénéficier de ça très rapidement. Puis ceux qui sont peut-être un petit peu moins vite au niveau de l'innovation, ben, eux aussi, ils vont voir comment ça se passe ailleurs. Puis le marché va s'accélérer là-dedans. Donc, je crois que maintenant, si on regarde le secteur public canadien au niveau de la santé, avec le nouveau gouvernement fédéral qui vient de prendre en place, il n'y a jamais eu autant de volonté d'essayer des choses différentes. Tous nos systèmes de santé au Canada et dans les pays de l'Ouest, là, en général, ils ont des graves problèmes. Et ce n'est pas nécessairement un problème de financement. C'est un problème de complexité et qui c'est sensible, la santé, hein, c'est la santé des gens. Donc, il y a tout ça qui est mis ensemble, ça devient très complexe. L'IA peut démystifier ça un peu puis accélérer la prise de décision dans tout ça. Ce qui est une bonne nouvelle, je crois, pour tous. Ben oui. Vous parlez justement de la sensibilité. Travailler à développer des solutions d'IA dans un contexte médical, c'est des questions d'éthique, c'est de la protection de données. Comment vous abordez ce nouveau chapitre-là dans le contexte de l'IA? Ben, écoutez, c'est évident pour nous que le côté éthique, le côté de partage de data, de données, c'est quelque chose que c'est la base même de notre compagnie parce que nous, on fait de la santé digitale. Si on commence à gérer les données d'une manière qui n'est pas selon les meilleures pratiques, un coup qu'on fait une erreur là-dedans, c'est terminé. Là. Notre travail est basé sur la confiance qu'on établit avec nos partenaires. Donc pour nous, c'est non négociable. Tout ce qu'on fait par rapport au partage de données, c'est tout arrangé, meilleure sécurité, les données sont à nos clients. Nous ne sommes pas propriétaires de nos données. Alors le consentement de nos clients pour faire telle chose, elle est toujours très clairement établie dès le début. Nos dossiers médicaux électroniques, évidemment, c'est le docteur qui prend le système pour gérer ses patients, mais il n'y a aucun intérêt à partager l'expérience ou les données de ses patients. Donc tout ça, pour nous, là, c'est non négociable. Il faut que ça soit fait dans les meilleures pratiques. Et c'est comme ça qu'on continue à avancer. Et c'est pour ça que nos clients continuent à nous faire confiance. Avant qu'on parle de l'accès au réseau, vous parliez de soins dans le contexte de l'utilisation de l'IA. Et je suis curieux de vous entendre parce que vous devez en voir passer des histoires et des utilisations différentes de l'IA. Est-ce que vous voyez une amélioration qui serait mesurable en matière de prévention puis de détection, de la détection précoce là, de maladies graves grâce à la technologie? Ben, en ce moment, ça, les choses qui sortent par rapport à ça, oui.
En ce moment, nous, où est-ce qu'on voit beaucoup d'améliorations, c'est au niveau de nos dossiers médico-électroniques. Vous en avez entendu peut-être parler là, de plus en plus, ils appellent ça le Ambience AI. Donc, au lieu que le docteur parle avec son patient, prenne ses notes, placote, après la rencontre, pitonne ses notes dans le système, ben, tout se fait de manière automatique. Puis ça, ben, ça libère énormément de temps au docteur. Donc, on parle de... Et ça fait des dossiers probablement plus complets aussi. Oui, absolument. Ouais. Beaucoup plus complet. Et puis des fois, le docteur ou le professionnel de santé, comme n'importe quel humain, oublie les choses. Donc, mais quand le micro t'écoute, puis il prend les notes, tout ce que vous avez dit, et à la prochaine rencontre avec le même patient, ces mêmes notes-là ressortent. Là. Il n'y a plus besoin de chercher, d'écrire des notes. Donc, on parle de plusieurs heures par mois. Et on parle même de 1 ou 2 heures par jour de temps sauvé sur les tâches administratives. Donc c'est massif, là. C'est très important. Bien sûr qu'on le regarde au niveau de si tous les docteurs sauvent 1 heure ou 2 par jour à travers le pays, comment plus de médecins, de patients on peut rencontrer, comment on réduit aussi le taux d'erreur. Parce que bon, on n'accuse pas personne de faire des erreurs, évidemment, mais l'être humain est une bébête qui fait des erreurs. Et puis, si on est capable d'éviter des erreurs, ben le système s'en porte mieux, le patient avant tout s'en porte mieux, et le docteur est confiant qu'il fait encore mieux son travail. Donc, c'est vraiment là qu'on voit beaucoup de gains en ce moment au niveau de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Vous le disiez tout à l'heure, vous travaillez notamment en Nouvelle-Écosse, en Alberta. Est-ce que ça vous est arrivé de croiser des praticiens, des médecins? Puis je serais curieux de vous savoir qu'est-ce qu'ils vous disent parce que ça a changé leur quotidien d'avoir ces outils-là. Ben, la très grande majorité sont très excités d'inclure des solutions d'IA dans leur pratique, évidemment. Et évidemment aussi, c'est des professionnels de la santé qui font leur métier avec cœur, avec passion. Il y en a certains qui sont moins sûrs. Mais vous le savez, hein, au niveau de l'adoption de la technologie, des fois, les gens adoptent ça d'une manière très rapide, mais dans quelque chose qui est plus sensible comme la santé, pour les critères d'éthique, pour les critères de sécurité, tout ça, il y a certaines personnes qui sont un petit peu plus hésitants. Mais ça fait partie d'une adoption technologique standard. Ça prend quelques années. La différence maintenant versus des technologies un peu plus conventionnelles, c'est qu'il y a une progression fulgurante à tous les mois en ce moment. C'est pas à tous les jours. Là. Je veux me garder une petite gêne, mais ça bouge énormément rapidement. Là. Depuis le fameux ChatGPT, là, il y a 2 ans, 2 ans et demi, là, et dans la dernière année, même nous à l'interne qui faisons de la technologie depuis plusieurs années, on se sent plus pressé. On voulait innover, on voulait essayer des trucs. Là, maintenant, on se rend compte que si on veut être là dans 3 ans, dans 4 ans, il faut vraiment se projeter là-dedans. Et il faut développer des IA qui vont amener beaucoup plus de valeur pour nos clients parce que maintenant, le marché s'attend à ça. Et nos compétiteurs, vous savez, TELUS Santé, c'est une grande organisation, évidemment. On a un côté réputationnel qui est très important pour nous. Mais la petite start-up qui commence ça dans le sous-sol, qui développe des petits engins Agentic AI très rapidement, ils ont un niveau de modalité, de développement qui est beaucoup plus rapide que n'importe quelle grande organisation. Donc nous, là-dedans, on fait des partenariats parce qu'on ne peut pas tout développer non plus. Puis il y a des solutions très niches qui amènent énormément de valeur. Ben nous, au lieu de la développer nécessairement ou de bâtir une solution compétitrice, ben on fait un partenariat avec ça. Puis bien sûr, à cause de notre grosseur, ben nos clients nous regardent et ils s'attendent un peu qu'on fasse un peu cette validation-là. Parce que des solutions IA en ce moment, vous le voyez à tous les jours, il y en a une puis un autre qui arrive sur le marché là, quotidiennement. Alors, puis il y en a des excellentes, évidemment, mais il y en a aussi qui sont moins bonnes. Alors, tu sais, c'est comme un nouveau marché qui se trouve, tout le monde se lance un peu là-dedans. Nous, on fait notre propre travail là-dessus. Et c'est sûr qu'on a un travail de gestion de toutes les nouvelles solutions qui arrivent parce que, bon, il y a plusieurs de nos clients vont nous appeler, tu devrais faire avec lui, avec elle, avec lui. Oui, on est très ouvert à ça, mais c'est notre réputation qui en dépend. Alors nous, on a des équipes qui viennent valider
on appelle ça un due diligence, là, comme on dit en anglais, mais une validation complète pour la sécurité, parce qu'on n'est pas là pour briser le lien de confiance qu'on a avec nos clients. Donc l'adoption de tout ça, ben, c'est basé sur la qualité de la solution, la sécurité qui vient avec, puis le fait que est-ce que ça va améliorer le service que le citoyen s'attend. À la fin de la journée, c'est un peu ça qu'on veut. Mais vous amenez toute cette innovation-là dans des institutions, dans des systèmes qui sont pas vraiment réputés pour être flexibles, capables d'adopter des nouvelles façons de fonctionner. Est-ce que vous diriez que c'est ça votre gros défi, c'est d'arriver à convaincre les ministères, les gouvernements, les hôpitaux, les cliniques privées à faire ce virage-là, à introduire ces nouveaux outils? Ben, mais je pense qu'avec la situation de faiblesse de nos systèmes, force un peu à tous ces gens-là de dire, bon, OK, il faut amener des solutions qui vont nous faire avancer. Puis oui, il y a des systèmes, on appelle ça plus legacy, un peu, Ouais. dans la plus vieille technologie. Mais même là, il y a des endroits dans cette technologie-là que l'IA peut faire une grande différence aussi. Donc, c'est pas nécessairement l'appliquer à tout le gros système, hein. Des fois, il y a des sections qui sont plus névralgiques de technologie qu'à travers un API ou à travers, quand c'est dans l'info nuagique, qui nous permet d'amener un peu comme je pourrais dire des fois de l'huile dans le moteur un peu, qui vient, même si c'est un vieux moteur, ben on met une huile synthétique au lieu d'une huile conventionnelle. Oh, ça permet de sortir une coupe de trucs plus rapidement, moins d'erreurs, avec plus d'informations, qui permet aux décideurs de bouger plus vite. Puis c'est un peu ça l'idée à la fin, là. Tu sais, il faut trouver, il y a plein de bloquants, mais quand on est assez créatif, on est capable d'amener des accélérateurs à tout ça. Puis au niveau des systèmes de santé, j'en connais pas un, moi, ministre de la Santé à travers le Canada, qui est pas intéressé d'améliorer son système. Et ont des moyens. Mhm. Et maintenant, il y a une volonté qui est probablement plus importante qu'il l'a jamais eu avant. Je veux pas renier nos anciens ministères de la Santé, rien de tout ça, mais la technologie maintenant crée une ouverture, là. Puis les vases clos, là, c'est un peu terminé, là. Puis nous, on rencontre un paquet de monde tout le temps qui ne savent pas vraiment comment commencer. Puis là, on leur dit, ben, écoute, c'est comme un nouveau sport. Il faut que tu bâtisses le muscle un peu. Alors, il faut que tu commences petit et t'expérimentes. Puis ça se peut très bien qu'il y ait quelques erreurs qui se font. On le fait dans un environnement qui est sécuritaire. Et à chaque fois qu'on voit un gain d'efficacité, ben là, on le déploie, on le déploie. Puis, je trouve que c'est les clients qu'on a qui sont très, commençons petits, mais commençons, et ça sera pas parfait la première journée, c'est eux qui développent les meilleurs muscles. Puis, dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an, ils vont être complètement ailleurs. C'est ça qui rend un peu le travail pas mal intéressant, en fait, là. Monsieur Bélanger, pour terminer, je vais vous demander de sortir votre boule de cristal parce que tout à l'heure, au début, là, vous m'avez titillé en parlant du tracé d'un patient, comment ça pourrait se passer. Déjà, là, avec ce que vous êtes en train de développer avec certains ministères, certaines cliniques. Mais disons, dans 5 ans, là, à quoi ça pourrait ressembler une expérience typique de soins pour un patient canadien avec l'IA pleinement intégrée? Ben, je pense que, bon, il y a plusieurs choses qui peuvent arriver. 5 ans, là, aujourd'hui, là, c'est très C'est loin une dans le éternité, temps. je le sais. C'est rendu très loin. Ouais. Nous, où est-ce qu'on développe, on met beaucoup de ressources en ce moment, c'est tout au niveau de l'interopérabilité des systèmes. Donc, que vous soyez au Québec, en Ontario, dans n'importe quelle province, dans n'importe quel pays occidental, en fait, tu as beaucoup de technologie qui est legacy, qui ne se parle pas. Donc, ton patient, oui, il a son dossier médico-électronique avec sa clinique du coin de la rue, mais les hôpitaux, ils n'ont aucun accès à ça. Et après ça, quand il va voir un spécialiste, mais le spécialiste, il n'a pas accès très rapidement au dossier médical du patient. Alors, c'est là que les fax et les photocopies continuent, c'est attaché un peu avec la broche. Où est-ce que nous, on voit beaucoup de possibilités, c'est de rendre ces systèmes-là interopérables. Puis c'est là qu'on va se dire, bon, Monsieur X, il a son dossier médical avec tel docteur dans telle clinique, on va connecter ses besoins à son spécialiste et on va être capable de connecter le logiciel de l'hôpital Maine-et-Loire de Rosemont pour qu'on puisse faire des recommandations. Alors là, c'est de faire parler les systèmes en arrière. Là-dessus, les gouvernements sont très à l'écoute du marché
Ils le savent très bien, un des grands freins à la modernisation des systèmes de santé, c'est les vieilles technologies, mais pas juste les vieilles technologies qui ne puissent pas parler aux autres. Alors là, il y a tout un travail d'info nuagique, comme vous savez, qui a été fait dans les dernières années, les développements des API, les connecteurs. Mais là, il y a des plateformes de data qui sont, nous, c'est ça qu'on a mis en place avec la Nouvelle-Écosse, par exemple. Dans un exemple très concret, très niche, je vais vous en donner un parce que ça vous permet d'exploder après ça puis de comprendre ce que ça veut dire dans le temps. Par exemple, en 2024, avec la Nouvelle-Écosse, il y a la grande majorité de leurs docteurs utilisent un de nos dossiers médicaux électroniques. Et puis, eux, ils voulaient savoir, moi, je veux savoir un peu comment mes docteurs, comment ils traitent les patients, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont occupés en utilisant le logiciel de DME? Ils ont changé la loi, on leur a donné le feed. Puis là, ils sont capables de comprendre d'une manière quotidienne quel docteur travaille sur quoi, où, à quel moment dans leur province. Puis avec ça, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'est bâtir des nouveaux programmes avec des leviers pour leurs docteurs, de créer des nouveaux programmes pour dire, dans telle section de la Nouvelle-Écosse, les docteurs travaillent 75% du temps. Il y a de la capacité. Alors, ils sont venus optimiser le travail de leurs docteurs à travers la province parce qu'il y avait accès aux data de manière quotidienne. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? C'est on le bâtit des deux côtés. Donc là, le feed vient d'un côté, le gouvernement est au courant, mais là, ils peuvent communiquer avec leurs docteurs. Puis ça, c'est qu'est-ce qu'on développe cette année. Donc, c'est dans un standard qu'on appelle FHIR, qui est très sécuritaire, très reconnu en santé, puis qui permet au gouvernement de communiquer avec chacun de leurs docteurs. Mais là, vous voyez, ça, c'est un exemple concret, mais qu'on est capable d'attacher les autres logiciels. Là, on peut avoir techniquement une vue 360 du patient. Puis pas, on l'a aujourd'hui, puis quand tu reviens nous voir dans un an, on n'a aucune idée de qui. Non. On voit tous les développements qui est arrivé, les médicaments à travers nos solutions de pharmacie. Quels médicaments que ce patient-là a consommé dans la dernière année? Y a-t-il eu des accidents? Y a-t-il été malade? Qui est allé voir? Pourquoi? Il est allé voir un spécialiste? Où est-ce qu'on est rendu là-dessus? Le EMR ou le lab, les résultats de lab. Oui, on a accès à ça. En connectant un peu ces différentes plateformes-là, ça nous donne beaucoup plus d'informations sur le patient qui revient à notre étape en premier. Mieux comprendre les problématiques du patient, mieux être capable de lui proposer un plan ou un diagnostic qui est ciblé, qui est vrai, puis sans qu'on perde du temps j'ai perdu mon fax, peux-tu me renvoyer un fax? Alors, l'interopérabilité des soins de santé, des systèmes, je crois que les 2-3 prochaines années, là, les gouvernements vont mettre énormément de ressources là-dessus parce que ça va permettre de faire ressortir tout le patient 360 et là-dedans, avec de l'IA, on va être beaucoup plus performant. Donc, et le participant ou le citoyen va être capable d'avoir son dossier médical électronique à jour avec tous les intervenants de la santé par rapport à son dossier, puis il va être capable d'aller voir quelqu'un, puis d'ouvrir son dossier à lui seul. Donc, c'est vraiment très intéressant qu'est-ce qu'on va faire dans les 2, 3, 4, 5 prochaines années. Dans 10 ans, M. Guglielminetti, j'ai aucune idée qu'est-ce qui va se passer. On est trop de bonheur pour ça. Là, vous me donnez une bonne raison pour vous relancer plus tard. Martin Bélanger, je rappelle que vous êtes premier vice-président solutions pour les payeurs et les professionnels de la santé chez TELUS Santé. En tout cas, vous nous faites rêver. Je pense que vous nous donnez le goût de déménager en Nouvelle-Écosse. Merci à vous, M. Guglielminetti. Au plaisir de vous reparler bientôt. Au revoir. Au revoir. Émilie Delvoye, directrice des communications chez Prompt, accueille cette semaine Stéphane Turbide de Maquette Technologies qui utilise l'intelligence artificielle pour démocratiser l'architecture auprès des gens qui souhaitent construire ou rénover. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Stéphane Turbide, qui vient de recevoir le 2e prix de la bourse Alchimia, qui a été remis par Prompt en juin dernier en collaboration avec IAI. Alors bonjour Stéphane. Bonjour. Tu es donc cofondateur et responsable des opérations chez Maquette Technologies, une entreprise qui démocratise l'architecture et qui permet avec des outils d'intelligence artificielle d'aider les individus à faire leur plan de maison ou à faire leur projet de rénovation. Donc, vous avez développé une innovation qui a été appuyée par Prompt avec Atelier Labri,
qui est un bureau d'architecture montréalais spécialisé en construction écologique et durable. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet? Oui, certainement. En fait, on vient développer une technologie qui permet de conceptualiser un plan d'architecture de manière automatisée. Donc, non seulement on va venir le conceptualiser, on peut aider les gens à explorer différentes alternatives de projets. Donc, la plateforme est là pour générer des plans d'architecture, réfléchir à la conceptualisation, réfléchir à la réglementation également. Donc, on est vraiment venu mettre le cerveau architectural à l'intérieur des algorithmes pour permettre de construire une maison qui serait générée et construite par l'IA. Wow, donc même moi, je serais capable de faire ça? Oui, certainement. En fait, c'est fait pour la démocratisation. Alors, à quelle problématique est-ce que vous tentez de résoudre avec ce projet? Actuellement, conceptualiser une maison et la faire approuver pour permis peut prendre plusieurs mois. On parle maintenant quasiment 10 mois. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est rapetisser ce délai d'approbation-là et le délai de conception. Donc, un architecte peut conceptualiser une maison en plusieurs semaines. Maintenant, on peut le faire en quelques heures, en fait, là. Donc, les algorithmes sont là pour générer des plans, aller explorer des différents concepts et de manière automatisée en prenant un maximum de contraintes en considération. Donc, on est capable de construire plus rapidement. D'après ce que je comprends, c'est beaucoup plus facile puisque c'est accessible également. Quel est l'impact au niveau du coût? Oui, il y a un énorme impact au niveau du coût, au niveau des architectes, parce que ça leur permet en fait de moins se tromper, d'aller directement vers le bon concept en prenant un maximum de contraintes en considération, mais aussi pour le client, parce que lui paye énormément d'honoraires en termes d'architecture pour aller explorer des concepts, pour aller invalider des concepts également. Des fois, il veut simplement essayer une alternative. Il va payer des honoraires d'architecture pour aller tester cette idée-là. Donc maintenant, avec les technologies qu'on développe, ça lui permet de non seulement le faire par lui-même, mais de le faire en prenant en considération aussi Code national du bâtiment, les réglementations, donc de ne pas se tromper. C'est un peu comme si tu avais un petit architecte en haut de ton épaule qui te permettait de t'aider à faire ton projet. Donc, le système s'appuie sur les réglementations, n'est-ce pas? Oui, certainement. Donc, nous, c'est la différence qu'on a fait avec nos compétiteurs. On est venu mettre le cerveau architectural dans les algorithmes. Donc, on prend en considération les règlements de zonage, les plans de construction, la réglementation, le Code national du bâtiment également, pour être certain que les circulations fonctionnent, pour être certain que la structure fonctionne également. Donc, l'utilisateur n'a pas à se soucier de tout ça. C'est la plateforme qui s'en soucie. Donc, on s'appuie sur la réglementation ou le cerveau architectural, j'aime bien cette image, mais on ne se passe pas de l'architecte pour autant. Non, certainement. Donc, l'architecte, en fait, on n'est pas un outil qui remplace l'architecture. L'architecte, on est un outil qui aide à la conception, donc qui aide à aller plus rapidement au meilleur concept possible. Donc, on veut construire parce qu'on veut régler aussi la crise du logement, on veut construire plus, on veut construire plus rapidement avec des bâtiments qui sont le mieux optimisés. Et c'est la technologie qui peut répondre à cette problématique-là et aider les architectes à faire ça. Superbe. Quel est le déclencheur de cette innovation? En fait, le déclencheur est vraiment au niveau de la crise du logement actuelle. Donc, c'est une crise du logement qui est mondiale. Et pour ma part, j'étais un peu tanné de voir des rues tous pareilles parce qu'on avait une contrainte de temps à respecter, une contrainte d'argent. Donc, c'est ce qu'on a voulu développer, en fait, des algorithmes qui permettent de non seulement construire plus rapidement, de manière plus efficace, mais surtout en optimisant les projets et en les rendant beaucoup plus intéressants visuellement. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de votre collaboration avec l'Atelier Labrie ou avec d'autres partenaires de façon générale dans votre projet? Oui, donc en fait, comme je vous ai dit, le cerveau architectural est dans les algorithmes. On en a une partie, on est responsable d'une partie, mais également l'Atelier Labrie est là pour faire la corrélation entre la technologie et l'architecture. Donc, eux s'assurent que nos algorithmes sont conformes, répondent à un certain niveau de standard. Donc, c'est avec eux qu'on travaille pour ça, mais également avec Ivado, Mila, qui sont des centres de recherche qui nous aident à amener des nouveaux talents dans l'entreprise, qui nous permet également d'innover, d'aller valider des nouveaux projets de recherche et développement. Donc oui, c'est des partenaires qui sont très importants pour nous. Donc là, tu nous as parlé un peu des avantages de la collaboration. Est-ce qu'il y a des défis également? Oui, c'est toujours un défi de faire allier les entreprises, les centres de recherche et le milieu académique. Des fois, l'entreprise va aller plus rapidement que le milieu académique. Donc, des fois, il faut être soit un peu plus patient ou nécessairement trouver une manière d'incorporer ces technologies-là le plus rapidement possible dans le marché. Donc, en tant que compagnie, on veut souvent répondre à une problématique et des fois, la technologie, ça prend plus de temps, ça prend plus d'efforts. Donc, notre objectif, c'est d'y aller phase par phase pour intégrer ça le plus rapidement dans le marché.
Alors, quel est l'impact de cette innovation? L'impact est vraiment de construire plus, construire mieux, plus rapidement. C'est vraiment ça l'objectif, c'est d'aller plus rapide pour faire approuver des projets à la ville, pour être capable de les conceptualiser. Ce qu'on veut, c'est des meilleurs projets. Quand on fait un bâtiment, il est là pour une centaine d'années. Donc, on a une responsabilité de faire des projets qui sont intéressants, qui rendent le milieu beaucoup plus intéressant. Donc, je pense que les algorithmes sont vraiment là pour être capables de faciliter ça et d'amener un certain niveau, augmenter le niveau de standard sans nécessairement augmenter les délais d'approbation et les délais de construction. Et est-ce que la durabilité fait partie de ces critères-là? Oui, certainement. Donc, un architecte va être amené à évaluer un maximum d'options et la technologie est là pour lui donner la meilleure option possible. Donc, nécessairement, quand on développe un projet avec maquette, ça nous permet de voir l'orientation du bâtiment, les matériaux appliqués, la fenestration. Donc, tout ça, ça permet à l'architecte d'aller chercher la meilleure solution possible en fonction du terrain sur lequel il va construire. Donc, oui, on prend en considération des normes au niveau du développement durable. Et toi, qu'est-ce qui te motive à innover? Ce qui me motive, en fait, c'est de rendre mon métier le plus accessible possible à tous. Je pense que ça devrait être donné à tous d'avoir un beau milieu de vie et pas nécessairement d'être contraint par de la réglementation, d'être contraint par de l'argent surtout. Donc, ça me motive également d'avoir des meilleurs endroits où vivre, où ce qu'on se sent bien, où ce qu'il y a plus de projets mieux optimisés, sans nécessairement augmenter les coûts, augmenter les délais d'approbation. Ben, merci beaucoup, Stéphane. Merci beaucoup. Je vous invite à vous amuser avec cette plateforme qui est disponible. Est-ce que tu veux partager peut-être le lien? Oui, certainement. En fait, vous pouvez aller sur le www.maquette.ai. Vous pouvez aller faire un projet si vous voulez sur la plateforme. Donc, allez vous amuser à créer votre projet de rêve. Merci encore. Et si vous travaillez sur un projet en intelligence artificielle et que vous souhaitez le faire en collaboration avec d'autres entreprises, Prompt vous donne accès à des fonds dans le cadre du programme d'intelligence artificielle en collaboration avec Ivado. Direction Toronto pour retrouver Carl-Édouard Michel qui se penche cette semaine sur une belle histoire de croissance et d'intégration internationale qui se passe à Montréal. Carl-Édouard reçoit à son micro Benoît Beauséjour. Il est directeur des technologies chez Cloud Imperium Game Montréal, anciennement connu sous le nom de Turbulent. Le studio a rejoint il y a 2 ans la grande famille de Cloud Imperium et joue aujourd'hui un rôle central dans le développement de grands titres au studio. Voici Carl-Édouard Michel et son invité. Benoît Beauséjour, merci de prendre le temps de nous jaser aujourd'hui. Vous êtes le directeur des technologies chez Cloud Imperium Group. J'aimerais qu'on commence un petit peu la genèse. Vous pouvez nous parler un peu de Turbulent, de comment vous avez démarré ça, quel genre de projets sur lesquels vous avez travaillé. Puis évidemment, il y a à peu près 2 ans, si je me trompe pas, vous rentrez dans la famille Cloud Imperium Group. Alors, pouvez-vous nous parler de ça? Ben oui, absolument. Donc, en fait, Turbulent, c'est une compagnie de technologie que j'ai fondée avec mon partenaire Marc Baudet en 2002. Donc, probablement le pire moment pour commencer une compagnie de technologie qui était juste après la bulle des dot-com. Donc, c'est une compagnie qui s'est, à travers les années, réinventée plusieurs fois, mais qui s'est spécialisée un peu dans les projets médias interactifs, surtout rattachés à la télévision, aux films, donc tout ce qui est un peu entertainment. À travers ça, avec les années, on a des partenaires qui sont venus nous rejoindre, dont Claire Buffet, là, qui fait partie un peu du groupe aujourd'hui. Puis, donc, Turbulent s'est spécialisé dans les plateformes numériques, des projets interactifs. On en a fait plusieurs pendant plusieurs années. Donc, on a travaillé avec tous les grands diffuseurs du Québec, là, dont Radio-Canada, Télé-Québec, TV5, etc. Donc, ça a été un peu notre bread and butter pendant plusieurs années. Puis, on a toujours été moi et Marc, des joueurs assidus. Donc, on a toujours voulu travailler dans le jeu vidéo. Donc, dans les dernières années, on a vraiment commencé une spécialisation pour construire des plateformes de jeux. Donc, on parle des services web, de back-end qui supportent les jeux vidéo. Donc, on a fait plusieurs projets à travers ça. Puis, c'est comme ça on a, en 2012, rencontré Chris Roberts et son équipe pour, en fait, travailler sur un projet
Donc, en 2012, c'était le lancement du Kickstarter de Star Citizen. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, puis qu'on est venu les aider avec leur plateforme web, parce que Chris avait toujours eu la vision de crowdfunder plus grand que le projet Kickstarter. Il avait vraiment une grande ambition pour son projet. C'est comme ça qu'on était appelé à venir travailler sur le premier site web de Star Citizen qui s'appelle encore aujourd'hui Roberts Space Industries. C'est là que tout le développement, tout le crowdfunding de Star Citizen s'est fait. On a été des grands artisans de toute la campagne initiale, supporter technologiquement tous ces grands déploiements-là. Puis, à travers ces années-là, on s'est aussi spécialisé un peu dans Star Citizen lui-même. On a pris un plus grand rôle dans la construction des projets de back-end, dans le jeu. Donc, on parle vraiment des services de jeu là, qui viennent supporter, par exemple, les listes d'amis, les invitations à des groupes, la persistance, etc. Puis à travers ça, c'est là que, à un moment donné, ça faisait plusieurs années qu'on travaillait sur le projet, puis on s'est assis avec Chris, puis on s'est rendu compte qu'on nos valeurs, puis notre intérêt était aligné, c'est-à-dire de construire un projet plus grand ensemble. Puis c'est comme ça qu'on s'est Cloud Imperium a pris une participation minoritaire dans Turbulent. Puis 2 ans plus tard, on a décidé de rejoindre le groupe totalement. Donc, c'est un peu ça la genèse et l'histoire de Turbulent. C'est vraiment un succès québécois qui a réussi à se faire sa marque, puis maintenant fait partie d'un des plus grands groupes, en fait, de développeurs de jeux indépendants au monde. Génial, génial. Et là, vous avez quand même une annonce importante. Il y a quand même eu des changements depuis ce temps-là. Vous avez passé de Cloud Imperium Group à Cloud Imperium Game Montréal. Mais c'est pas juste un changement de nom, là. Il y a quelque chose de plus profond dans ça. Oui, en fait, c'est que, après l'acquisition de Turbulent, on a continué à opérer sur le nom de Turbulent ici au Québec. Puis c'est difficile de toujours de recruter dans un milieu où, mais vous faites quoi? Vous faites le jeu? Vous faites les projets alentour du jeu? Aujourd'hui, l'équipe de jeu de Turbulent, qui s'appelle maintenant, qui change de nom, donc qui devient Cloud Imperium Games Montréal, est vraiment au cœur du développement du jeu. Donc, on développe des environnements, on développe beaucoup des éléments des personnages, que ce soit au niveau des concepts, de l'exécution des modèles, puis de les amener jusque dans le jeu. On développe des vaisseaux, ce qui est évidemment dans le projet de Star Citizen, les vaisseaux, c'est nos héros. Donc, c'est vraiment l'élément le plus important de notre jeu. Donc, on a vraiment maintenant des équipes complètes ici à Montréal qui développent des vaisseaux. Qui est probablement une des meilleures jobs dans le jeu vidéo, à mon sens. Moi, j'y regarde travailler puis je trouve ça incroyable. En plus de tous les projets technologiques qu'on développe alentour de ça. Puis nécessairement, moi, à travers cette acquisition-là, moi et Marc et Claire, on a pris un plus grand rôle dans Cloud Imperium Games à travers ça. On a aussi ici à Montréal un élément clé dans nos équipes de jeu, c'est Guillaume Vogel, qui est vraiment un vétéran de l'industrie ici au Québec, qui a travaillé dans le passé avec les équipes chez Warner, chez Ubisoft, etc., qui nous a aidés à construire cette équipe-là. Puis aujourd'hui, on a tous pris des rôles plus grands dans Cloud Imperium Games. Donc, c'est un peu une grosse étape parce qu'on passe d'un studio montréalais à faire partie d'une grande famille qui est distribuée un peu partout. Donc, Cloud Imperium a des studios ici à Montréal, puis c'est l'élément clé, c'est qu'on veut vraiment développer ce brand-là, mais aussi cette équipe-là, mais aussi à Manchester, à Frankfurt et à Austin au Texas. Donc, c'est vraiment une grande famille distribuée. C'est ça qui est intéressant, c'est que dans le fond, c'est un studio international qui a maintenant des Québécois à la tête, aux commandes de ce gros studio-là. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette fierté-là, justement, d'avoir des gens comme ça, en fait, les gens de Montréal à la tête d'une entreprise aussi grande que Cloud Imperium Group? Oui, en fait, c'est vraiment on amène un peu notre épice. Hein. Je pense que à travers l'acquisition, ce qu'on a été capable de prouver dans les 10 premières années avec lesquelles on a travaillé avec Chris comme mandataire, mais c'est que au Québec, on a une façon de construire on a une culture créative incroyable, on a une culture du travail qui est vraiment assidue, puis on produit des produits qui sont vraiment solides, qui sont réfléchis puis qui sont complets.
Donc, à travers ça, ça a été un peu notre cheval de bataille à construire une équipe de jeu ici. Ça a été d'utiliser, en fait, le réseau de Montréal. Donc, Montréal, nécessairement, c'est la mecque du jeu vidéo. Là. Tous les studios sont ici à Montréal. Donc, de s'implanter ici, c'est d'avoir accès à du talent de haut niveau, qui ont de l'expérience, qui ont déjà produit des jeux, surtout qui ont déjà sorti des jeux, qui est quand même un challenge dans notre environnement. Oui. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur des jeux qui sont jamais vraiment sortis. Dans le cadre de Star Citizen, c'est un projet très unique parce qu'on lance une version du jeu à chaque mois. Donc, depuis 2025, on est vraiment à toutes les 4 semaines. On a du nouveau contenu dans le jeu, on a des nouvelles maps, on a des nouvelles fonctionnalités, etc. C'est un jeu un peu unique dans le sens où c'est un alpha. C'est pas un jeu qui est complètement released, mais on le traite comme un jeu complètement live. Mm-hmm. Ce qui amène une culture, il faut être sérieux, il faut être assidu, il faut être créatif. Puis au Québec, c'est vraiment nos plus grands attributs. Donc, on amène ça dans le groupe. Puis aussi dans notre façon de gérer, qui est un petit peu plus humaine, un peu plus flat. Donc, moi, Marc, Claire et Guillaume, on amène vraiment je pense, un vent de renouveau un peu dans le management, qui amène un peu un changement dans le groupe qui est un petit peu plus frais. Puis là, évidemment, Star Citizen, c'est un de vos plus gros projets sur lesquels vous travaillez. Est-ce qu'il y a d'autres projets en parallèle sur lesquels vous travaillez ou pour le futur? En fait, il y a deux grands projets dans Cloud Imperium Games. Star Citizen, nécessairement, c'est un jeu multijoueur massivement en ligne, qui est une simulation spatiale, donc vraiment faire sa vie dans l'espace. Par contre, on a un deuxième projet qui s'appelle Squadron 42, qui est un jeu dans le même univers, utilisant le même engin, mais qui est un single-player game, qui est une expérience cinématique dans le monde de Star Citizen, qui est vraiment qui va être vraiment un jeu unique, je pense, dans sa sortie. Donc, c'est les deux projets qu'on fait un peu en parallèle. Donc, c'est les deux grands projets de Cloud Imperium. Un grand merci d'avoir pris le temps de nous parler de tout ça, parce que c'est toujours bien, c'est toujours rafraîchissant d'entendre des histoires à succès comme ça, des studios de chez nous qui font des grandes choses. Donc, Benoît Beauséjour, bonne journée. Merci beaucoup, à la prochaine. On retrouve maintenant mon ami de Suisse, Thierry Weber. Cette semaine, il attire notre attention sur un enjeu qui touche directement nos vies numériques, la manière dont l'intelligence artificielle pourrait être utilisée pour contrer certaines formes de manipulation et de désinformation en ligne. Un sujet qui fait écho à l'actualité et qui illustre bien comment la recherche peut avoir un impact concret sur notre usage. On l'écoute. Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Et si l'intelligence artificielle devenait notre meilleur rempart contre la désinformation? Cette semaine, j'ai envie de vous parler d'un projet qui nous concerne tous, la lutte contre la propagande en ligne. Pourquoi? Parce qu'elle s'infiltre désormais dans nos applications de messagerie, notamment Telegram, devenu un terrain de jeu privilégié pour les campagnes de manipulation. Et c'est une équipe suisse de l'EPFL qui vient de proposer une arme redoutable, un outil basé sur l'IA capable de détecter automatiquement les discours de propagande. Il faut dire que Telegram, avec ses millions d'utilisateurs et son image de plateforme libre, je mets ça entre guillemets, est devenu un vecteur privilégié pour la diffusion de fausses informations, de discours extrémistes et de propagande politique. Contrairement à Facebook ou X, les groupes et canaux y échappent souvent au regard des modérateurs. Face à ce défi, les chercheurs de l'École polytechnique fédérale de Lausanne se sont attaqués à une question simple mais cruciale. Peut-on entraîner une machine à reconnaître les techniques de manipulation propres à la propagande? Leur réponse est un prototype d'outil qui, grâce à l'apprentissage automatique, peut analyser des milliers de messages et en extraire les signaux inquiétants. Ce qui me frappe particulièrement dans cet exemple, c'est la finesse de l'approche. Plutôt que de simplement repérer des fake news, l'outil de l'EPFL s'intéresse aux techniques rhétoriques utilisées dans la propagande. On parle ici de généralisation abusive, d'appel à l'émotion,
de diabolisation d'un groupe ou encore de manipulation de faits hors contexte. D'un côté, on a donc un outil qui pourrait grandement aider les journalistes, les chercheurs ou même les plateformes à repérer les tentatives de manipulation avant qu'elles ne fassent trop de dégâts, si on en a vraiment envie, suivez mon regard. Et de l'autre côté, on touche à une question sensible, qui décide de ce qui est de la propagande et de ce qui ne l'est pas? Là se trouve tout le dilemme. Car si l'outil est mal utilisé, on pourrait aussi s'en servir à censurer des discours critiques légitimes. Pour avoir suivi ces dernières années la montée des théories du complot en Suisse comme ailleurs, je peux vous dire que l'impact d'une telle technologie est majeur. Si, nous sommes face à un paradoxe. Il faut plus de technologie pour contrer les dérives engendrées par la technologie elle-même. Comme quoi. Alors ici en Suisse, l'initiative, ce projet n'est pas anodin. Le PFL se positionne une nouvelle fois comme un acteur majeur dans la recherche en intelligence artificielle appliquée à des enjeux sociétaux concrets. Ce projet s'inscrit dans une tradition helvétique, celle d'apporter des solutions technologiques à des problématiques globales, tout en cherchant un équilibre avec les libertés individuelles. La Suisse, souvent citée pour sa neutralité, se retrouve ici en première ligne sur un sujet éminemment politique, la désinformation et la propagande. Et cela montre bien que même à notre échelle, nous pouvons peser dans la construction d'un Internet plus sain. Finalement, ce que je retiens de tout ça, c'est que la bataille contre la désinformation n'est pas prête de s'arrêter, mais qu'elle se joue aussi sur le terrain technologique. L'outil de l'EPFL ne résoudra pas tout, mais il ouvre une voie, celle d'une IA au service de l'esprit critique et de la démocratie. Et vous, avez-vous remarqué à quel point la propagande circule désormais dans des espaces qui, hier, semblaient encore neutres? Ça m'intéresserait de le savoir, puisque cette neutralité du web commence à être de plus en plus difficile à percevoir. N'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires. Je continuerai à suivre ça de près, peut-être sur plusieurs messageries, évidemment. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt si c'est pas avant. C'est au tour de Stéphane Ricoul maintenant, et cette semaine, il nous propose une réflexion essentielle sur l'impact de l'intelligence artificielle dans la production de contenu. Parce que derrière l'efficacité et la rapidité des outils génératifs, il soulève une question cruciale. Que devient notre mémoire collective si les piliers, comme les enseignants, les journalistes ou encore les archivistes, se voient peu à peu remplacés par des algorithmes? Un sujet qui touche autant Wikipédia que les moteurs de recherche et qui pose directement la question du rôle de l'humain dans la transmission du savoir. Stéphane Ricoul. Depuis un an à peine, les contenus générés par intelligence artificielle se sont multipliés à une vitesse vertigineuse. Ce qui n'était hier qu'un simple gadget d'expérimentation est aujourd'hui partout. Sur LinkedIn, où certains disent que les publications sont sur un ton stéréotypé et se ressemblent toutes, sur Google, où de faux sites d'information prolifèrent, et même sur Wikipédia, que l'on croyait à l'abri grâce à sa communauté de bénévoles vigilants. Cette prolifération soulève, quant à moi, une question centrale. Que se passe-t-il si nos piliers de la connaissance, que sont les enseignants, les historiens, les journalistes, les géographes ou encore les archivistes, ceux qui transmettent, qui analysent notre monde et ses dérives, sont peu à peu remplacés par des algorithmes dans la production de contenu? Qui garantira alors que notre mémoire collective reste fidèle, fiable et humaine, et non pas réécrite, inventée ou pire, effacée selon le bon vouloir d'entreprises technologiques privées aux dents particulièrement longues dans leur soif de pouvoir et de contrôle. Un des premiers terrains où cette bataille se joue est Wikipédia, l'encyclopédie collaborative la plus consultée au monde. Depuis quelques mois, ses administrateurs constatent l'arrivée d'articles mal écrits, sans source, parfois totalement inventés. Certains contiennent même des phrases toutes faites, laissées par des chatbots comme un maladroit
voici votre article Wikipédia. Pour y répondre, la communauté a lancé une cellule de veille, baptisée Wiki Project AI Cleanup. Marshall Miller, directeur produit de la fondation Wikimedia, compare cette mobilisation à la réaction d'un système immunitaire. Comme le corps humain, Wikipédia doit apprendre à détecter l'intrus et à s'en défendre. Les bénévoles traquent les fausses sources, suppriment les articles suspects et ont même obtenu une adaptation des règles qui fait que lorsqu'un contenu est manifestement généré par l'IA, un administrateur peut désormais le retirer sans attendre les 7 jours de discussion habituels. Cette vigilance illustre bien le paradoxe de l'IA. Si d'un côté, elle peut nous servir d'outil très performant pour certaines tâches, de l'autre côté, elle menace l'intégrité de la connaissance en inondant d'articles douteux des plateformes comme Wikipédia. Mais si cette dernière dispose encore d'un rempart humain solide, Google est un immense terrain ouvert où l'invasion de contenu IA a pris une ampleur spectaculaire. Une enquête récente de France Info a révélé la présence de plus de 130 sites d'actualité générés automatiquement. Derrière des noms anodins comme News of Marseille ou Les Déchargeurs, ces pages publient des dizaines d'articles par jour, truffés d'erreurs, souvent copiés sur de vrais médias et parfois illustrés par des photos artificielles. Certains vont même jusqu'à inventer des journalistes fictifs présentés comme des plumes infatigables avec de fausses biographies soigneusement rédigées. Le test réalisé par les journalistes de France Info est édifiant. En demandant à une IA un récit des Oscars 2025, ils obtiennent un palmarès fantaisiste avec des films inexistants et même un prix du scénario attribué à une IA. Pourtant, ces contenus apparaissent bel et bien dans l'écosystème Google, au milieu d'articles de médias reconnus. Derrière cette prolifération se cache une logique économique simple qui porte le nom de publicité. Ces sites, saturés de bannières, peuvent rapporter jusqu'à 100 000 $ pour 10 millions de visiteurs. Certains éditeurs ont même industrialisé le procédé, pilotant depuis leur salon plusieurs dizaines de sites capables de publier 150 articles par jour. Ces contenus ne sont qu'un prétexte, et ce qui compte, c'est le clic. Google assure de son côté que ses systèmes anti-spam filtrent 99% des contenus de faible qualité. Pourtant, les exemples relevés montrent que des milliers de lecteurs peuvent être exposés à ces informations erronées. On en revient toujours au titre de mon livre, vos clics, leur cache. Un jour, je l'espère, j'en aurai vendu en quantité suffisante pour que cela déclenche une idée auprès de nos autorités, celle de taxer la donnée pour limiter la prolifération du n'importe quoi comme contenu. Malgré tout, face à cette dérive, certains États ont quand même décidé de réagir. La Chine a annoncé qu'à partir du 1er septembre 2025, tous les contenus générés par IA devront être étiquetés comme tels. Les fournisseurs de services devront ajouter une mention visible pour l'utilisateur, mais aussi en filigrane numérique invisible intégrée dans les métadonnées. L'objectif affiché est clair, il est de réduire l'utilisation abusive des contenus générés par l'IA et protéger les citoyens contre la désinformation. L'Union européenne, de son côté, a prévu une mesure similaire dans l'AI Act, qui impose l'étiquetage des contenus synthétiques, sauf lorsqu'un contrôle éditorial humain est assuré. Aux États-Unis, un décret signé par Joe Biden en 2023 allait dans la même direction, même si son application reste incertaine sous la nouvelle administration. Ces initiatives montrent que la réponse au problème n'est pas seulement technologique, mais aussi politique. Au-delà de ces mesures, une question plus fondamentale reste posée. Quelle place voulons-nous donner à l'humain dans la transmission des savoirs? Certains métiers sont des piliers silencieux de notre société. Je pense ici encore une fois aux enseignants, aux historiens, aux géographes, aux journalistes, aux archivistes. Leur rôle n'est pas seulement de produire de l'information, mais de la mettre en perspective, de la relier à une mémoire collective, d'analyser les dérives éventuelles. Une intelligence artificielle peut écrire un article en quelques secondes, mais elle n'a pas vécu l'histoire. Elle n'a pas de cicatrice dans le dos.
Elle ne sait pas ce que signifiait grandir à une certaine époque, vivre un événement, ressentir une évolution sociale. Elle ne peut qu'assembler des fragments de texte déjà existants, avec un risque d'erreur, d'approximation, voire de manipulation. Si nous abandonnons à l'IA la tâche de raconter le monde, petit à petit, notre histoire pourrait être réécrite au gré de ceux qui contrôlent la technologie. Et c'est pas seulement un risque théorique. Dans un univers où quelques géants du numérique détiennent déjà les plateformes, les modèles de langage et les canaux de diffusion, la tentation de contrôler le récit collectif est bien réelle. L'intelligence artificielle est un formidable outil pour traduire, résumer, analyser des masses de données. Mais elle ne doit pas se substituer à la pensée critique, ni effacer le rôle de celles et ceux qui transmettent la mémoire et la connaissance. La vigilance des bénévoles de Wikipédia, l'enquête des journalistes qui dévoilent les fermes de contenu, ou encore les réglementations qui imposent la transparence, sont autant de signaux comme quoi nous ne sommes pas condamnés à subir. Il nous revient collectivement de garder la main sur le récit de notre histoire, non pas pour exclure l'IA, mais pour l'utiliser à bon escient, en complément et jamais en remplacement, car la mémoire humaine n'est pas qu'une accumulation de faits. Elle est ce fil vivant qui relie les générations entre elles, et ce fil, aucune machine ne pourra jamais le tresser à notre place. C'est le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler UX. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, tu nous amènes chez le médecin. Ah, carrément. Écoute, j'ai eu une émotion. Parce que j'ai parlé avec le docteur Samuel Garot-Lajoie qui est dans l'organisation de Soignons la Tech, qu'on peut retrouver à soignonslatech.ca. Mais ce qui m'a vraiment épaté dans la démarche qu'ils sont en train de faire, c'est de comprendre l'utilisation de la tech, de la simplification de la tech pour le personnel soignant, mais pour les patients aussi. Et pour y arriver, ils ont fait affaire avec Meilleur Monde qu'on connaît parce que j'ai déjà interviewé des gens qui travaillaient là. Et ils ont fait une démarche UX. J'étais ému quand ils me racontaient toutes les étapes dans lesquelles ils sont passés. Et tout ça s'inscrit dans le dossier qu'on suit, le dossier Expérience Totale, qu'on suit depuis quelque temps. On a eu Daniel Lafrenière avec qui on a parlé de ce genre de choses-là, avec Christelle Black également. L'Expérience Totale, c'est d'aller chercher les médecins, les personnes soignantes, les gens en administration dans le système de santé, les patients, nous, les êtres humains, tous ces gens-là pour voir un peu, mais qu'est-ce qui se passe de A à Z? Et ils me parlaient même, ça c'est un autre dossier qu'on a eu, la signalisation dans les hôpitaux. Ils ont regardé l'ensemble de l'œuvre, de ce que ça veut dire d'être un patient à partir du moment où ça me gratte, puis jusqu'au moment où je suis guéri. Donc, comment ça se passe? Ils ont fait des parcours du patient, ils ont fait des parcours des employés également. Et vraiment, c'est intéressant cette démarche-là. Et on souhaiterait, et là, ça vient en fait du Collège québécois des médecins de famille qui ont initié cette chose-là avec l'aide de partenaires. Mais on souhaiterait que tous les grands projets numériques au Québec commencent avec une démarche comme ça. Là, c'est une belle démarche qui vient un peu de la base, si on veut, pour dire, c'est ça qu'on a besoin aux instances supérieures, à Santé Québec et les autres. Mais vraiment, moi, ça m'a ému de voir qu'ils appliquent comme ça. On en a parlé, c'est un autre dossier, la disparition du mot UX qu'on a vu la semaine dernière avec Cynthia Savard-Saucier. Là, on a une disparition du mot, mais une application de la méthodologie. Et je trouve ça super intéressant. Bon, Jean-François, il y a juste à espérer maintenant que les gens de Santé Québec et du ministère de la Santé vont entendre cette entrevue-là parce que je pense que ça pourrait hautement les inspirer. Jean-François, merci pour cette rencontre. On va l'écouter ton entrevue et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Merci Bruno. À la semaine prochaine. Salut. Bye. Notre idée avec Soignons la Tech, c'est de diffuser une façon de penser par rapport à la technologie en santé. Nous, on est des médecins de famille, donc c'est une initiative qui vient du Collège québécois des médecins de famille, qui est différent. Là, il y a des fédérations qui sont un peu nos syndicats qui négocient avec le gouvernement. Le Collège québécois des médecins de famille, c'est une OBNL qui est là pour promouvoir la médecine familiale, promouvoir des belles conditions de pratique, en faire la promotion. Et via le Collège québécois des médecins de famille, ce qu'on fait avec Soignons la Tech, c'est d'abord de diffuser une façon plus d'avoir une culture techno-clinique qui va supporter la relation médecin-patient. En fait, le projet vient d'une initiative de la Banque Scotia, de l'AMC, qui voulait faire réduire le fardeau administratif sur les médecins de famille. C'est un super gros problème. Il y a des
dizaines de milliers d'heures de perdues au Canada dans la paperasse, hein, on en parle beaucoup. Puis c'est des initiatives, il y a 2-3 subventions qui sont données par province et Soignons la Tech en fait partie. Puis ce qu'on a fait, c'est un peu la première année un think tank. Donc on a invité des patients, des médecins, des physios, des pharmaciens, des infirmières praticiennes pour un peu réfléchir en gang. C'est quoi le parcours des patients dans le système de la santé au Québec? Puis c'est où les irritants? Et où la friction? Qu'est-ce qui marche pas avec la technologie? Qu'est-ce qui pourrait marcher mieux? Puis en faisant ça, on est arrivé au constat que, maudit, il y en a bien des affaires qui irritent et qui accrochent. Donc, c'est un peu ça notre idée là, à l'origine. On pensait d'abord faire comme un outil qui triait les résultats de laboratoire, les messages entrants. Mais finalement, c'est pas mal plus que ça que ça prend. Là. Ça prend comme un changement dans la façon dont les décisions en technologie sont prises pour aider les médecins et les patients. Fait qu'on a vraiment les deux aspects en tête. Donc, vous avez vraiment regardé l'expérience utilisateur autant des patients que des soignants, des gens de tous côtés. C'est l'expérience totale que vous avez regardée. Là. Tout à fait. Une vision comme 360. Nous, Soignons la Tech, le but, c'est de remettre les cliniciens et les patients au cœur des choix numériques. Parce que pendant probablement longtemps, les systèmes informatiques utilisés au Québec n'ont pas été tant que ça, je pense, design avec en tête en premier les utilisateurs. C'est des interfaces souvent un peu Windows 98. Il faut se loguer dans 8 différentes apps pour avoir accès à l'information dont on a besoin pour commencer notre journée. On a le dossier Santé Québec, que ça nous prend une clé USB absolument. Si on n'a pas notre petite clé USB, on peut pas se connecter dessus, alors qu'on est en 2025. Donc, tous ces petits irritants-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est penché là-dessus, puis on a un peu cartographié l'ensemble du parcours avec, ici, le patient prend son rendez-vous. Qu'est-ce qui se passe quand il prend son rendez-vous? C'est quoi qui marche pas? Le patient manque son rendez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui aurait pu arriver? Comment on aurait pu aider à prévenir qu'il manque son rendez-vous? On parle beaucoup d'accès en ce moment au Québec. Donc, émanant de ça, on a dégagé un paquet de solutions. Puis là, on en est à un peu colliger cette information-là, la mettre dans un format digeste et utile. Puis année 2, on va s'enligner vers une diffusion. Et qu'est-ce qu'en 2025, est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose qui viendrait de la base, qui serait une initiative vraiment technologique qui viendrait de la base pour nourrir, parce qu'en pré-entrevue, on parlait de la Norvège qui ont développé ou qui ont tenté de se connecter avec un système centralisé, mais qui ont à un moment donné renoncé pour toutes les problématiques qu'on connaît avec la SAQ et autres, et qui se sont dit, en fait, on va créer un centre, puis tout le monde va s'y connecter. Est-ce que ça pourrait être quelque chose comme ça qu'on pourrait voir au Québec également, de cette initiative-là, par exemple? Ça sera, en fait, on va très certainement encourager qu'une initiative comme ça naisse. En ce moment, les projets organisés, disons, point de vue du ministère de la Santé, ce n'est pas ça. C'est plutôt un dossier informatisé, très hospitalo-centriste, gros logiciel américain qui s'appelle Epic, qui est même pas connecté avec la première ligne tant que ça. Mais dans les conclusions qu'on dégageait, parce que on a passé... il y a eu 4-5 ateliers, disons, le soir en virtuel, puis 2 journées en présentiel où on était avec nos post-it, là, puis on essayait de trouver des solutions. Puis une de ceux-là, c'est ça qui revenait. C'est d'avoir un accès centralisé à l'information, tant pour les médecins que pour les patients, que les patients y aient accès à leurs données de santé, parce qu'en ce moment, c'est beau, on a le carnet Santé Québec sur lequel il y a 2-3 choses avec à peu près aucune explication. Ça, c'est si on est capable de s'y connecter. Mais dans d'autres provinces, même pas dans d'autres pays, dans d'autres provinces, ils ont une belle petite application sur leur cellulaire avec leur liste d'antécédents, leur liste de médicaments, la liste de rendez-vous qu'ils ont fait. Honnêtement, quand on se compare, là, on se console vraiment pas. Là. Quand on se compare, on se désole un petit peu point de vue technologique au Québec. Donc, c'est des choses qu'on va certainement promouvoir. Donc, on va pas élaborer ça, mais on peut faire certainement une sensibilisation auprès des décideurs, auprès des CIS du gouvernement pour pousser sur ce genre d'initiative-là. Et là, donc, tu disais, vous avez été chercher du data, vous avez rencontré des gens, vous avez fait des ateliers, design de services avec les gens de chez Meilleur Monde qui sont excellents à faire ça. Donc là, vous en êtes à colliger ça. Les premières intuitions de ce que vous voyez,
commence à se dégager un peu? Est-ce qu'on ose arriver avec des hypothèses à travers tout ça? Oui, écoute, dans les hypothèses, c'était vraiment une approche qui était centrée sur l'humain. Puis, on prenait vraiment... Puis nos patients partenaires, là, on en avait, je pense, 4 ou 5 dans la cohorte, là, ils étaient super. Ils nous sortaient des idées, là, que, on commençait la discussion à 2-3 professionnels de la santé, puis eux, ils arrivaient avec un point qui changeait toute la donne. Donc, c'est ça le but de l'atelier, effectivement. Exact. On peut se douter qu'avant d'aller chercher les pics, ils n'ont probablement pas fait ce genre de processus-là. Là. Écoute, on peut en parler. Dans le fond, malheureusement, le dossier santé numérique, l'avis des utilisateurs, à date, en tout cas médicaux, là, c'est pas facile. Parce que comme médecin de famille, moi, je suis curieux, je suis intéressé par la technologie, je m'étais proposé, j'ai pas vraiment eu de rappel et il y avait, c'était aussi bénévole. Et les spécialistes, eux, en ce moment, ils participent pas à ces tables-là à cause de moyens de pression avec le gouvernement. Alors que quand on regarde la littérature par rapport à l'implantation d'un nouveau système informatique dans un système de santé, ce que ça prend de manière cruciale, c'est des super utilisateurs professionnels de la santé qui vont diffuser l'information. Fait que là, il n'y en aura pas au Go Live. Fait que ça s'enligne un petit peu mal. Mais consulter à la base, tu crées des super utilisateurs si tu les consultes en amont, j'imagine. Ben, il faudrait. Et oui. Et c'est une des choses qu'on dégageait très clairement, le co-design. Le design avec les utilisateurs, patients, médecins, professionnels de la santé, du début, à partir de la base. C'est pour ça qu'un des endroits où on va un peu focusser notre diffusion de résultats, ça va être aux endroits où naissent ces applications-là, c'est-à-dire les incubateurs, les accélérateurs de ce monde. Au Québec, on en a quand même pas mal, même en santé. Ou si eux veulent avoir des ateliers où on va présenter nos résultats, où on peut faire un blueprint, un document qu'ils vont pouvoir se référer, suivre. OK, bon, quand on fait des applications pour les médecins et les infirmières, qu'est-ce que ça prend, mettons, comme UX? C'est quoi qui fonctionne? Puis je vais te le dire, c'est la simplicité, là. Ça, je t'apprends rien, clairement, là. Mais minimiser le nombre de clics, avoir accès à l'information de façon claire, pas avoir 8 fenêtres ouvertes. On a dégagé pas mal de ces conclusions-là. Et ce que vous faites, en plus, va s'appliquer à tout. Je veux dire, ce que vous êtes en train de faire comme démarche va s'appliquer à des processus, pas seulement de la technologie. Beaucoup de gens ont probablement ou devraient être informés des conclusions à laquelle vous arrivez, parce que créer un parcours utilisateur, patient ou même traitant dans votre cas, c'est important de le faire comprendre à tout le monde qui font des processus de file d'attente, de salle d'attente ou peu importe. Ça fait partie de ce que l'exercice que vous avez fait va être super éclairant pour tout le monde, parce que j'ai l'impression que c'est pas grand monde qui le fait en ce moment dans le domaine de la santé. Là. Effectivement. Quand tu reçois un appel de l'hôpital qui te laisse un message sur le répondeur qui dit « Rendez-vous en cardiologie telle date ». Et mes patients, souvent, je suis médecin de famille, fait que je suis exposé à beaucoup de ça, ne se souviennent souvent pas pourquoi ils ont été référés à ce spécialiste-là. Ça fait, des fois, ça fait 1 an, des fois, ça fait 1 an et demi, des fois, ça fait 2 ans. Fait qu'ils savent pas. Donc, n'ayant pas de raison, des fois, ils font juste pas aller à leur rendez-vous. Des fois, ils font juste recevoir un appel, des fois même robotisé, automatisé, où ils se font dire « Présentez-vous à tel hôpital, tel département, tel service. » C'est pas très engageant. Des fois, ils vont pas à cause de ça. Des fois, ils trouvent juste pas le local. Fait que ça, c'est drôle parce que c'était une des choses qu'on avait dégagées, que le patient reçoive un rappel de son rendez-vous. Pourquoi il y a ce rendez-vous-là? Puis comment se rendre au local? Comment se rendre où? Parce que les hôpitaux, c'est quand même des pas pires labyrinthes, là. Fait qu'on a vraiment eu, c'est ça, le parcours, en dehors du numérique, mais vraiment du moment où le patient prend son téléphone puis pèse dessus jusqu'à temps qu'il rouvre la porte du bureau du médecin, puis en passant par le détour à la pharmacie après. Il y a dans tout ça, là, tous ces petits éléments-là, il y a plein de petits points où on peut soit aider ou enlever de la friction en faisant des petits changements techno là, qui vont apporter le plus grand bien. Ça, c'est des solutions hyper simples qui vont venir dénouer un super gros nœud. Ne penser qu'à des fois, nous, mettons, au début de l'après-midi, dans mon GMF, il y a une ligne d'attente devant les 2 secrétaires. Il y en a 2 secrétaires qui accueillent les patients. Et puis, tous les médecins, ils recommencent leur bureau à 1 heure. Bon, ça, on pourrait faire mieux là-dessus, là. Mais il y a des petites bornes, c'est juste un iPad sur lequel le patient peut juste enregistrer sa présence. Ben oui, je suis là. Puis ceux qui veulent utiliser cette option-là peuvent. Ceux qui veulent parler à l'humain, ils parlent à l'humain.
Ça, c'est un truc qu'on a considéré, c'est qu'il faut être égalitaire. C'est pas tout le monde qui a la même aisance avec la technologie. C'est pas tout le monde qui veut tout faire avec le numérique. C'est pas tout le monde qui a le goût de parler avec un AI avant d'aller voir son docteur. Ça prend des alternatives. Ça prend c'est ça. Faut pas que les changements du numérique laissent des gens de côté, laissent des gens en arrière. Fait qu'il faut avoir aussi ce souci-là du départ. C'est un peu plus compliqué, là. Tu sais, faut impliquer les médecins, il faut impliquer les patients, il faut penser à être égalitaire. Oui. Les développeurs tech, je suis sûr qu'ils ont un certain souci comme ça, mais peut-être en n'ayant pas travaillé dans le milieu de la santé, en n'étant pas nécessairement exposé à tous ces enjeux-là, ils en ont peut-être juste pas tant conscience. Donc, c'est un peu la mission qu'on se donne, c'est d'aller fournir cette information-là. Hey, nous, on a réfléchi à ça, là, puis il y a tel point où on pourrait faire mieux. Est-ce qu'il y a une façon pour des gens dans la profession ou extérieure à se joindre à vous? Tantôt, tu parlais des universités et autres. Est-ce qu'ils peuvent vous contacter pour pouvoir aider, embarquer là-dedans? Il y a une communauté de pratique, là. Il y a quelque chose qui est en train de se créer. Ouais. Est-ce qu'il y a une façon de s'y joindre? Puis si c'est le cas, par où peuvent-ils vous joindre? Oui, écoute, le site web de Soignons la Tech, c'est quand même l'endroit où on va quand même regrouper, c'est soignonslatech.ca, où c'est possible de nous rejoindre. On a l'adresse courriel là. Pour l'instant, la communauté de pratique, on est en train un peu d'organiser ça avec, on va le lancer dans les semaines qui s'en viennent à l'automne. Mais écrivez-nous vraiment, là, nous, c'est ça notre mission, c'est de propager les résultats qu'on aura récoltés. Donc, info à commercialsoignonslatech.ca, on peut nous rejoindre. Super. Docteur Samuel Garot-Lajoie, merci beaucoup pour cette belle entrevue. Merci Jean-François. Eh bien, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Un grand merci à nos invités, puis merci à mes collègues Carl-Édouard Michel, Thierry Weber, Stéphane Récoul et Jean-François Poulin pour leurs précieuses contributions cette semaine. Puis merci à vous d'avoir été là jusqu'à la toute fin. Toujours un plaisir de vous retrouver pendant un bout de votre journée. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Ou sinon, je vous trouve dès lundi si vous avez pris la bonne habitude d'écouter 120 secondes de tech. Portez-vous bien. À très bientôt.